Et donc, je vous disais que j'avais une expérience très, très médico-chirurgicale. Et en plus, c'était un centre privé. On était le troisième centre français. Et moi, j'étais la seule cardiologue. Donc, par force, j'ai dû assumer des responsabilités décisionnelles alors que j'étais une jeune femme de 36 ans qui sortait du clinica. Vous voyez, comme vous êtes peut-être chef de clinique ou vieille interne ou je sais pas. Et du coup, ça m'a donné voilà, une formation un peu à part. Et donc, j'avais carte blanche pour ce topo. Pourquoi? Et je sais pas où est le truc de merde. Comment est-ce qu'on fait pour passer en... C'est quoi ce bordel? C'est pas les mêmes... Où est-ce qu'on se met en... Oh, zut. Ah oui, c'est... Non? Ah oui, diaporama. Ouais, mais d'habitude, c'est pas comme ça. Voilà. Bon. Et donc moi, je vais vous parler un peu de, je vais vous donner des exemples. Disons, je vais vous raconter un peu des histoires. C'est ça le but de ce topo d'aujourd'hui. Pour la première partie. Dans la deuxième partie, on va parler des malpositions vasculaires, enfin voilà, des malpositions au sens large, des façons probablement très différentes de celles qui vous a été exposée lors du cours, je pense, qui a été fait par Damien Bonnet. Oui, c'est pas grave. Ah oui, nous, ça passe tout seul, c'est pas normal. Oui, donc, oui, et donc, voilà, ça, c'est le programme, d'accord? Et à l'occasion des malpositions, je vous montrerai des observations, paradoxalement, des observations fétales, pour vous montrer que chez le fœtus, on peut faire les mêmes analyses que chez le nouveau-né, et donc avoir un discours vis-à-vis des parents qui est orienté vers le traitement chirurgical de l'enfant. Et ce diagnostic et ce pronostic, on peut le faire dès la période fétale, dès lors qu'on a bien intégré les choses. Donc, je vais vous parler de responsabilité parce que si certains d'entre vous vont faire un peu de tout ou du fœtus, parler du caractère réparable ou non d'une cardiopathie, on vous dit qu'on ne peut pas prendre parti et décider à la place des parents, certes, mais vous ne pouvez pas être complètement neutre et la teneur de votre discours et votre façon de parler, de vous exprimer, va forcément influencer la décision des parents. Hein, il faut bien savoir que une fois que vous avez décidé d'interrompre, vous savez pas en fait, vous pourrez pas savoir si vous avez eu raison ou non, puisque une fois que le bébé est dans le baquet, bien il n'y a pas l'histoire naturelle et on se prive donc d'informations. Donc avoir un discours un peu de projection dans l'avenir quand on voit un fœtus qui a une cardiopathie certes complexe, c'est donner sa chance à l'enfant et ça vous engage irrémédiablement dans cette voie-là. Voilà. Donc pareil pour la stratégie vis-à-vis d'un nouveau-né. Un nouveau-né qui a une cardiopathie, vous allez décider quel type de palliation, ou alors est-ce qu'on va le réparer d'emblée. Et tout ça, ça va être des voies à sens unique. C'est-à-dire si on commence par pallier, on va prendre des risques d'abîmer certaines choses et on ne pourra pas forcément faire marche arrière. Si on décide de réparer, on va prendre des risques plus importants pour réparer, mais pour une réparation. Et donc, une palliation mal faite, ça peut bousiller tout le programme de la suite des événements chez un nouveau-né. Hein. Et donc, ça va dépendre aussi de qui fait les palliations et donc la qualité du chirurgien. Or, très souvent, moi, j'ai constaté que dans les centres de chirurgie, la palliation, c'est les petits jeunes qui la font. Et ça, pour moi, c'est une catastrophe. Je me tue à le dire aux seniors, mais ils s'en foutent. Une coarctation mal réparée, c'est condamner l'enfant et l'adulte. Il faut que vous sachiez donc que vous avez un rôle important parce que l'échographie, ça ne voit pas tout, mais ça voit des choses que ni le scanner ni l'IRM ne peuvent voir et que même le chirurgien verra moins bien que vous. Hein. Il ne verra pas bien les attaches, etc. Les rapports vasculaires et des valves, c'est vraiment l'échographie qui les voit. Les valves en charge, c'est-à-dire en pression, il ne les voit pas, il ne les voit que cœur vide. Et ça, c'est quand même un grand pénalty pour le chirurgien. Et donc, quand vous allez donner votre avis, il faut bien sûr que vous allez vous engager vis-à-vis de l'enfant, des parents, mais aussi vis-à-vis de votre équipe. Mais quel que soit votre âge et votre expérience, en fait, vous avez le droit d'avoir votre opinion et d'exprimer. Donc, c'est un petit peu ça mon message d'aujourd'hui. Hein. Et savoir aussi que l'échographie, vous n'êtes pas des techniciens de surface qui faites de l'échographie. L'échographie, ça doit être un examen dirigé par une pensée
une stratégie et pas être simplement on va remplir le cahier de mesures, etc. Hein. C'est un outil qui est aussi au service de l'éthique, en particulier dans l'éco-fétal, qui est très opérateur dépendant, mais donc du mental de l'opérateur dépendant, pas que de sa main, hein, et qui va donner des informations spécifiques. Alors, première observation, une petite fille que j'appelle K, que je suivais pour une CIV périmembraneuse bien tolérée, sans hypertension pulmonaire. À 18 mois, apparaissent une membrane sous-aortique et un gradient transmitral avec un appareil sous-valvulaire que vous allez voir sur les échographies. Bon, ben, ça marche pas. Bon, vous savez quoi? Si ça marche pas, on va changer de branchement. Alors, je suis désolée, mais c'est pas le branchement Apple. Et du coup, il faut que j'aille la voir, elle, la petite dame, là. Voilà, c'est ça que je vais prendre. C'est ça. Ça ne tient à rien, mais ça fait. Si on ne peut pas voir les vidéos, là, on peut parler d'autre chose. Là, c'était sur un fichier PDF. Pardon? Votre présentation, c'était sur un fichier PDF. Pas du tout. Ah bon? Ah bon, c'est sur un fichier PDF? Je crois. Ah merde alors. Alors, c'était pas le bon dossier alors qu'on a pris. Oh, mais ça, c'est pas possible ça. Ah, c'est pour ça que j'avais pas le mode machin. Oui, je pense que c'est pour ça. Alors, où est-ce qu'il est, le DIU? Cours Bordeaux, c'était là. Et moi, j'avais pris celui d'en bas. Ah oui, alors attendez, on va faire ça. Ah oui, non, ça, c'est PDF. Oui, ça va pas. Alors, donc, où est-ce qu'il est, mon cours Bordeaux? Il est peut-être... Ah, voilà, il est là. Voilà, c'est ça. Ah oui, alors c'était peut-être juste ça, en fait. Ok. Bon, alors, je recommence. Je suis désolée, hein. Donc, je me remets là. Hop. Voilà, donc on était là. Voilà, là, ça passe là, hein? Ok, donc c'était pas un problème de branchement, c'était que j'avais pas ouvert le bon truc. Donc là, moi je mets la gauche à gauche, l'oreiller de gauche, l'aorte, le septum, la CIV. Hein, bon, voilà, on voit cette CIV. On voit pas très bien la mitrale là. Et si vous la voyez en coupe longitudinale, voilà la mitrale, voilà la petite membrane sous-aortique ici, tout le monde voit. Je sais pas si vous voyez. Hein. Bon. Et puis quand on prend le gradient sur cette mitrale, on a un gradient moyen de 9. Bon, ça va. Et puis, voilà d'autres vues, un peu 5 cavités, où on voit des piliers qui remontent assez près des valves. Et puis, quand même, un aliasing franc sur cette valve mitrale. Hein, d'accord? Et puis, voilà, je vous en montre d'autres. Ça, c'est un examen quelques mois plus tard, où il y a toujours cette petite membrane. La petite, elle était un peu agitée. Puis là, j'obtiens un gradient maximum de 30 et un gradient moyen de 20 mm de mercure. Donc, question. Vous avez donc cette petite fille de presque 20 mois. Vous allez la confier au chirurgien parce que de toutes les façons, il y a la membrane sous-aortique qui est apparue. Donc, voilà. Et qu'est-ce que vous lui dites? Vous lui dites, d'accord, on va fermer la CIV, resséquer la membrane. Est-ce que vous lui dites sur ces données-là qu'il faut associer un geste à faire sur la mitrale par la même occasion, hein, donc elle n'a pas tout à fait 2 ans. Ou est-ce que vous lui dites surtout, vous ne touchez pas à la mitrale? Qu'est-ce que vous en pensez? Qui est-ce qui dit qu'il faut toucher à la mitrale? Bah, mouillez-vous, hein, parce qu'en fait, dans la vie, il faut se mouiller. Hein. C'est comme ça qu'on apprend. Non, mais si vous ne vous mouillez pas, vous apprenez pas, en fait. Hein. Qui est-ce qui dit qu'il faut toucher à la mitrale? Personne. Ah si, 2, 3. Donc, la majorité des autres disent qu'il ne faut pas toucher à la mitrale. Ben, c'est bien. Alors, moi, je ne lui ai pas dit qu'il fallait toucher à la mitrale. Je lui avais dit, va voir quand même, c'est bizarre. Donc, il fallait qu'il ouvre le septum. Hein. Donc, en fait, c'était une erreur de lui dire allez voir. Parce qu'il est allé voir, et effectivement, il a constaté une absence complète de cordage avec 2 gros piliers bloquant le remplissage. Et il marquait, c'est un bon chirurgien, hein, on ne peut pas laisser cette valve en l'état. Il a fait une première plastie, pose de CEC, ça n'allait pas, ça fuyait, je sais pas quoi. Il reprend la plastie, il refait un point, je sais pas quoi, sur les commissures, et voilà le résultat.
Alors, ça fuit pas, mais je sais pas ce que vous en pensez. Rien que morphologiquement, vous voyez, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. Si vous voyez le profil du flux mitral, d'accord, il y a beaucoup moins de gradients. Vous voyez, on a 7 au lieu de 9, au lieu de 30, etc. Il n'y a pas beaucoup de fuite. Mais la pente de décélération de l'onde, c'est pas la même. En clair, cet enfant, elle a en fait plus de sténose après qu'avant. Regardez. Et moi, je me suis dit, Laurence, c'était une conne, parce que c'était il n'y a pas si longtemps, hein. Tu n'aurais jamais dû lui dire d'aller voir. Pourquoi? Pourquoi fallait pas aller voir? Bon, la voix sous article, c'est bien, hein. Pourquoi fallait pas aller voir? Exactement, exactement. Exactement. Ce gradient mitral, c'était un débit de la CIV, probablement plus favorisé par la membrane sous-aortique, qui devait un peu augmenter le débit, etc., etc. Et donc, c'était vraiment une connerie. C'était un manque de réflexion de ne pas avoir anticipé. C'est-à-dire que si j'avais vraiment eu pris le temps de réfléchir, je me serais dit, s'il va ouvrir, s'il va voir, il va voir une valve pas en charge, il va trouver des lésions parce qu'on voyait que les piliers remontaient haut, hein, c'est sûr. Mais entre la tête qui a une mitrale et sa fonction, c'est pas la même chose. Et très probablement, il fallait pas y toucher, quitte à y retourner après. D'accord? Il eût mieux valu constater qu'effectivement, il y avait une sténose mitrale plus évolutive avec le temps, plutôt que de se dire, parce que là, moi, aujourd'hui, je me dis, parce que qu'est-ce qui s'est passé, hein? Il faut évaluer les mitrales sur un cœur en série et pas sur des shunts. Jamais sur un shunt. L'association d'un obstacle et de shunt, c'est un piège. Ça induit une redistribution des flux, hein, et d'ailleurs, en circulation fétale, c'est vraiment la caricature. Et surtout dans les obstacles étagés du cœur gauche, quand il y a des shunts, hein, que ce soit dans les CAV ou dans les CIV, ça perturbe complètement les flux transvalvulaires ou trans-shunt. Hein. Donc là, je vous ai fait un petit tableau. Ces physiologies d'obstacles shunt, c'est tout qui intervient avec tout avec des cercles vicieux. Quand vous avez une lésion obstructive native ou résiduelle, vous allez avoir de l'hypertrophie dans le ventricule gauche, une élévation des pressions de remplissage dans le ventricule gauche, des contraintes de cisaillement qui vont à la fois favoriser l'hypertrophie et l'apparition de membranes. Ça va favoriser une fuite d'une valve, une valve mitrale, qui a tendance à fuir, elle va fuir s'il y a un obstacle, d'autant plus, bien sûr. Hein. Et ça peut aussi favoriser les obstacles parce que, c'est pas fini, donc prends pas la photo, parce qu'en fait, quand il y a de l'hypertrophie, la valve, elle va s'ouvrir de façon étriquée dans un ventricule qui a moins de cavité donc elle va pas s'expandre et même les piliers vont pas s'expandre. Donc moi je pense que ça favorise et les sténoses et les fuites, l'HTAP, la dilatation du VD, le VD qui va refouler le VG, la voie sous-aortique qui va paraître plus petite parce que le VD, le septum est refoulé, etc., etc. Donc il faut bien avoir ces cercles vicieux en tête quand on analyse l'association d'obstacles et de shunts. Pareil, si vous avez un shunt avec une CIA ouverte sur un obstacle, eh bien, ça va favoriser le shunt par la CIA. Donc, si vous avez un gradient mitral, il va être masqué à l'inverse, puisque ça va redistribuer à droite. Hein, et vous allez avoir un hyperdébit mixte à la fois d'HTAP et d'hyperdébit. Ou alors, sur une CIV, ça va favoriser le shunt sur la CIV et ça va majorer le gradient transmitral, comme pour ma petite fille. Donc ça, c'est vraiment très important. Et il faut savoir que c'est sans doute sur la mitrale qu'on se trompe le plus sur la sévérité des lésions, des sténoses et des gradients. Parce qu'en fait, ces gradients, ils sont souvent élevés chez les tout petits et ils diminuent très vite avec la croissance. Hein, dans ce que nous, on appelle des syndromes de Shawn, c'est extrêmement fréquent qu'on ait l'impression qu'il va y avoir une sténose et qu'en fait, au fil des mois, il n'y a plus grand-chose et au fil des années. C'est très dépendant de l'agitation de l'enfant et de la fréquence cardiaque et d'autres facteurs, l'anémie, etc., et l'hypertrophie. Donc, il vaut mieux se fier au retentissement clinique d'une lésion, donc comment elle respire, comment elle grossit, si elle a de l'HTAP, et ne jamais se fier au gradient uniquement, surtout chez le tout petit. Voilà, donc ça, c'est une première leçon. Le deuxième message que je voulais vous transmettre pour la première partie,
c'est vous reparler. Alors, je sais pas très bien, moi, j'ai pas regardé le cours de Sophie Guillaumont. Je sais pas si on dit exactement la même chose, mais moi, j'ai des petits dadas sur le CAV. Je pense que c'est des malformations difficiles à analyser en échographie. Et donc, je vais vous parler de la hauteur septale, donc la différence entre CIV anatomique et CIV physiologique. Et l'histoire de la voie sous-aortique en col de cygne, parce que en fait la voie sous-aortique elle n'est pas toujours en col de cygne dans un CAV, et reprendre, enfin vous remettre un peu en tête les éléments d'analyse du composant gauche de la valve unique. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette diapo, qui est une diapo d'un cœur fœtal coupé, ouvert comme un livre. Hein. Vous avez à gauche l'arrière. J'ai pas de flèche, hein. Bon, si quelqu'un a une flèche, non, personne n'a de flèche. Donc à gauche, c'est l'arrière, et vous voyez que la valve commune, elle est collée sur la crête septale, donc il n'y a pas de CIV en arrière, et en avant, qui est sur la droite, vous avez une large CIV sans aucune attache. Cet aspect, c'est très très courant dans le CAV. Alors, il y a des classifications qui les décrivent, mais moi je trouve que c'est quand même, j'aime pas les classifications et je préfère décrire les lésions. Donc sachez que cet aspect-là, c'est très fréquent. Et si vous balayez votre cas de cavité dans un CAV, vous verrez que très souvent vous n'avez pas de CIV en arrière, le plus postérieur possible, et que vous avez souvent une large CIV en avant. D'accord ? Ça, c'est la valve commune là, qui passe en pont. Hein. On ne voit pas trop les valves latérales. Donc voilà mon petit dessin en haut, c'est deux images de CAV dits partiels. Et vous voyez que certes, chacun, c'est effectivement physiologiquement des CIA, mais vous êtes d'accord qu'anatomiquement, ce n'est pas la même lésion. Hein. Et donc, moi, j'appelle ça la hauteur septale. Et donc, quand je décris un CAV, je parle de la hauteur septale. C'est quelque chose qui est autant valable, en fait, dans un CAV partiel que dans un CAV complet, parce qu'effectivement, en arrière, souvent, il n'y a plus de CIV. Hein. Donc, vous pouvez voir la hauteur septale. Donc, vous voyez à gauche, ici, là, c'est l'anneau unique, là, ici. Hein. Et la hauteur septale, elle est quasi normale, ici. D'accord ? Alors que là, l'anneau, il est là, voyez, et le septum est là. Du coup, l'orientation des deux orifices, elle est un peu en chapeau de gendarme. C'est pas du tout le même CAV partiel. C'est deux CAV partiels. Est-ce que c'est quelque chose, c'est une notion que vous aviez, ça? Non. Bon, mais ça, il faut savoir que c'est une notion que vous allez retrouver dans beaucoup de CAV partiels. Donc, hauteur septale, désaxation. Alors, la hauteur septale, ça va donner un aspect particulier à la voie VG aorte. C'est-à-dire que c'est souvent associé. Vous voyez celui-là, là, qui a une faible hauteur septale et en fait une petite CIV physiologique, mais une faible hauteur septale, parce que la valve commune, elle est collée comme un Epstein, en fait, sur le septum. Vous voyez comme elle est collée sur la partie distale du truc. Et ben, ça va donner des voies sous-aortiques comme ça, où vous allez avoir effectivement la continuité septo-aortique, mais jamais vous ne verrez la valve mitrale s'ouvrir dans ce plan-là. C'est-à-dire que la continuité entre la valve aortique et la valve antérieure, dans ces formes-là, vous ne la voyez pas. C'est comme si, en fait, l'orientation de l'orifice mitral était 90 degrés par rapport à l'axe du ventricule VG aorte. Voilà le dessin à quoi ça correspond. La voie sous-aortique est là, l'orientation de l'orifice mitral, il est comme ça et pas comme ça, dans ces formes-là, parce que la valve commune, elle vient se coller là. Et du coup, ça change complètement l'axe de la mitrale. Donc, si vous avez compris ça, vous allez pouvoir comprendre pourquoi les CAV partiels sont extrêmement polymorphes d'un enfant à l'autre. Et ça a des conséquences sur la réparation. Oui ? La valve commune, c'est ça, là, ici. C'est ce que je vous ai montré sur la pièce d'anapathe. C'est le truc qui était... On va revenir en arrière. C'est ça, la valve commune. Mais j'ai pas de... Tu vois, c'est le truc qui passe en pont au-dessus de la crête septale. Dans un cas, elle est collée sur le septum, et dans l'autre cas, elle passe en pont. C'est ce qui fait les hémivalves antérieures et postérieures. En fait, c'est des éléments de la valve commune. Vous savez que dans le CAV, c'est un seul anneau commun, c'est sa définition. Ben, vous avez un anneau commun, vous avez une valve commune. Mais là, je n'ai pas ma flèche, donc je ne peux pas vous montrer. Bah oui, mais la souris, elle ne marche pas là-dessus. Bah, je ne sais pas quoi. Bon, bref. Donc ça, j'en étais là. Donc, du coup, la voie sous-aortique d'un cœur normal, vous avez à gauche le cœur normal. Hein, et puis, en fait, un CAV
avec une CIV qui s'étend pas au milieu. La CIV, elle s'étend pas tellement vers l'avant, vers la voie sous-aortique. Donc, vous avez une voie sous-aortique encore correcte, un petit peu étirée, mais encore correcte. Vous voyez, elle est un peu étirée par rapport au corps normal. Et puis, si vous faites étendre encore plus la CIV d'admission vers le septum membraneux, donc vers l'avant, et ben vous allez avoir une toute petite voie sous-aortique, surtout si cette valve commune, elle va suivre toutes les parois, justement, de... vous voyez ici, là, c'est ça, vous voyez. Si la CIV s'étend là et que la valve, elle est collée tout le long du septum, et ben ça va rendre la voie sous-aortique étroite. Et c'est ça le substrat anatomique de la voie sous-aortique étroite du CAV. C'est la CIV qui s'étend vers l'avant et les valves communes qui tapissent tout cet espace et qui réduisent la voie sous-aortique. Donc, je vous ai fait les dessins et je vous montre une pièce à napate, là, mais ma flèche, elle ne marche pas toujours. Je ne sais pas pourquoi. À droite, là, vous avez la voie sous-aortique avec toutes les valves. On voit la crête septale qui est le petit bourrelet et on voit toutes les attaches mitrales et la valve sous-aortique en haut. C'est exactement ça, les sténoses sous-aortiques de CAV. OK? Donc, voilà deux CAV différents. À gauche, un qui a une faible hauteur septale puisque l'anneau commun, il est là. La valve commune, c'est ça, là. Tu vois? Qui est collé en bas. OK? Et ici, un CAV partiel qui a une hauteur septale normale, puisqu'en fait, en gros, le plan des valves et le plan de l'anneau, c'est le même. Vous n'avez pas de décalage vers l'avant. Et regardez les deux voies sous-aortiques. Dans un cas, c'est pas tout à fait caricatural, mais vous voyez que c'est complètement désaxé avec une voie sous-aortique en col de cygne. Et regardez la voie sous-aortique de celui de droite. Elle est normale. Donc, vous voyez, vraiment, c'est une démonstration. Et c'est toujours comme ça. OK? Voilà. Donc, si vous avez compris ça, déjà, c'est bien, c'est un message qui est passé. Alors, maintenant, je vais un petit peu reprendre l'orifice du composant gauche, parce que c'est très important pour le pronostic et la chirurgie. Bien sûr, pour analyser, il y a deux choses que vous analysez quand vous allez analyser une mitrale de CAV et une mitrale en général. C'est la taille de l'orifice. Donc, en règle générale, dans un cœur normal, c'est l'anneau, la taille de l'anneau. Qui peut être l'anneau mitral, il est comme ça, c'est jamais un rond, d'accord. Dans un CAV, c'est plus compliqué puisqu'il y a 3 composants et il y a l'étoffe des valves. L'étoffe, c'est ça. Moi, vous voyez, j'ai beaucoup d'étoffe là sur mon truc là, mais par contre là, j'en ai un petit peu moins, vous voyez. Donc l'étoffe, c'est ce qu'il y a du bord libre, du bord libre à l'anneau ou de l'anneau au bord libre, peu importe. Donc orifice premièrement. Étoffe deuxièmement, troisièmement, appareil sous-valvulaire. Si vous ne mélangez tout ça, vous n'allez jamais analyser correctement une valve mitrale ou une valve, quelle qu'elle soit sa valve. D'accord? Alors, donc voilà une vidéo que je vais laisser courir. Moi, je regarde la valve mitrale en coupe sous-costale, où très souvent, on voit plutôt la PEC, l'aorte, pour être vraiment en petit axe. C'est-à-dire, en gros, je regarde l'orifice par en haut. D'accord? Et je regarde, donc il faut bien sûr qu'il y ait 2 piliers. Pourquoi il faut qu'il y ait 2 piliers? Ça, on vous l'a appris. C'est parce que l'écartement des piliers, c'est la surface de la valve murale. Et dans un CAV, la valve murale, c'est celle qui a le plus d'étoffe et c'est celle qui va le plus faire la coaptation. C'est celle qui fait la plus grande circonférence, en fait, la valve murale. Et plus elle est petite, plus probablement l'orifice est petit, parce qu'en fait, il y a une proportionnalité entre l'écartement des piliers, la circonférence qu'occupe la valve murale et la taille de l'orifice. Et puis, donc, les piliers, s'il y en a 2 et s'ils sont écartés, il y a de la valve murale. Donc ici, ma valve murale, elle est là, entre les 2 piliers. Vous la voyez là? Mais c'est son analyse, pas d'étoffe, juste de distribution dans l'orifice. Après, voilà les 2 valves communes. La valve commune antérieure, puisque les vaisseaux sont par là, et la valve commune postérieure. Alors, bien sûr, elles sont un peu séparées par le plan de la crête septale. La crête septale, elle est là. Donc, ici, c'est le ventricule droit, ici, c'est le ventricule gauche. Donc, valve murale à gauche, il y a aussi une valve murale à droite, mais c'est surtout la gauche qui nous intéresse. Valve commune postérieure sur le diaphragme et valve commune antérieure de l'autre côté du diaphragme vers les vaisseaux. On est tous d'accord avec ça? Vous aviez bien compris?
Bien. Donc là, vous allez voir l'orifice. Donc l'orifice gauche, il est là, et l'orifice droit, il est là. Et donc ici, il y a un petit déséquilibre au profit de l'orifice gauche. Vous êtes d'accord? Bien. Après, c'est relativement bien aligné, encore que l'orifice droit, vu qu'il est plus petit, il est plus contre le septum. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que l'orifice gauche soit pas dans la voie sous-aortique. Parce que vous savez qu'un ventricule gauche, il a deux étages. Il a l'étage d'admission en arrière avec sa valve mitrale et l'étage d'éjection avec sa voie d'éjection gauche, dont la valve mitrale antérieure, c'est le plancher de la voie sous-aortique. Et donc, vous avez la voie sous-aortique qui est comme ça, avec son septum sous-aortique, mais la valve sous-aortique, c'est le plancher, voyez, mais l'étage d'admission, il n'est pas du même côté. Or, vous allez voir, je vais vous montrer des cas où l'orifice du CAV, il est déplacé dans la voie sous-aortique. Alors voilà un autre exemple où là, il y a un parfait équilibre entre les deux orifices. Vous êtes d'accord, hein? C'est vachement équilibré. Et l'orifice gauche, il est bien en arrière. Vous voyez, quand ça se ferme, quand l'orifice se ferme, il faut avoir un tunnel ici, là, contre le septum, qui correspond à la voie d'éjection. Alors que regardez celui-là, c'est un petit orifice parce qu'il a deux piliers très proches. Il y a certes deux valves communes là, mais voyez, la valve murale, c'est ma petite flèche là, et pas grosse la valve murale. Donc c'est un petit orifice. Il y a trois composants, mais c'est un petit orifice. Et il est pas trop en arrière, ça va, mais voilà. Donc ça, c'est l'orifice gauche ici. Vous voyez, il y a ma petite flèche. C'était des vieilles vidéos, ça date de 2001 là, vous voyez, donc ça nous rajeunit pas. Hein. Bon. Alors là, vous voyez, alors ça, c'est typiquement un petit orifice gauche. Cette petite, elle avait une coarctation. Et l'orifice gauche complètement déporté, il est là. La valve murale, elle est là. Vous voyez, la valve murale, elle est ici. Elle est complètement déportée, oui. Ah bah ils sont là et là. Ils sont là. Enfin, on les voit pas, on est un peu au-dessus. Mais de toutes les façons, si vous avez une valve murale de cette taille-là, c'est que vous avez deux piliers. Pardon, bah oui, les piliers, c'est eux qui déterminent la taille, enfin, c'est leur écartement qui détermine la taille de la valve. Voilà, regarde, elle est là, la valve murale. Donc, je dois avoir deux petits piliers là. Mais ce qui est frappant dans ce CAV, c'est qu'il n'est pas aligné. L'alignement orifice-ventricule est au détriment de la voie sous-aortique. L'orifice gauche, il est dans la voie d'éjection gauche. Et d'ailleurs, cette petite, elle avait une coarctation, une petite voie sous-aortique, et elle a fait un obstacle sous-aortique. Mais la position de la mitrale est importante là-dedans. Et là, qu'est-ce que vous voyez là? L'orifice gauche, il est toujours du même côté. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cet orifice gauche? Combien il y a de composants valvulaires là-dedans? Deux. Les deux valves communes. Il n'y a pas de valve murale parce qu'il n'y a qu'un seul pilier. Il n'y a pas de valve murale. Donc ça, c'est compliqué parce que si on ne ferme pas la fente, ça peut fuir. Et si on ferme la fente, ben, on ne sait pas comment ça va s'ouvrir. D'accord? Compliqué ça. Hein. Ça a terminé par une prothèse. Mais vous voyez, 2001, cette jeune femme, elle a 24 ans, elle vient de finir une grossesse. Elle a eu une prothèse à 18 mois, changée à je ne sais pas quel âge. Elle a été opérée 3 fois. Elle a une valve mécanique et elle vient de mener une grossesse normale. Pour vous dire, c'est pas complètement désespéré, mais c'est quand même chiant, quoi. Alors maintenant, voilà, ça c'est la même personne avec sa absence de valve murale et vous voyez qu'en fait, si vous faites bien attention ici, il y a un petit orifice accessoire. En fait, c'était un pilier unique avec un orifice accessoire qu'on voyait là. Vous voyez ici, je ne sais pas si vous le voyez, il a tout son. C'est une forme poupée. C'est un petit truc. Je ne sais pas si vous le voyez. Hein, j'ai tout mis au ralenti pour que vous puissiez voir. Mais si on ne fait pas de ralenti, en échographie en général, si vous ne faites pas de ciné-loupe au ralenti, vous ne verrez rien. Pas la peine. Donc prenez bien l'habitude, vous ne verrez rien sinon. Et en fait, donc c'est la même. Et en fait, le double orifice, il est là. Vous voyez, il est là. Il est dépendant de l'hémivalve postérieure. C'est l'orifice qui est ici, là-dedans. D'accord? Voilà. Bon, c'est un type de double orifice. Des fois, vous avez deux vrais doubles orifices. On a dû vous en montrer.
Alors l'étoffe maintenant, parce que là on était dans l'orifice, hein. Ok. L'étoffe, c'est entre l'anneau et le bord libre. Alors là, regardez, on a vachement d'étoffe. Franchement, beaucoup d'étoffe sur les deux composants qu'on analyse ici, qui sont probablement l'hémivalve postérieure et la valve murale, là. Hein. Et d'ailleurs, vous voyez, pareil en longitudinal, on le voit très très bien. Pareil, vous voyez, l'hémivalve antérieure, on la voit là. On voit qu'en continuité avec l'aorte, le composant a de l'étoffe, pas de problème. Là, pareil, c'est un petit orifice, mais avec de l'étoffe. Vous voyez, celui-là, il avait un petit orifice un peu déporté, mais il avait de l'étoffe. Donc, j'ai pas été trop pessimiste pour le chirurgien. Je lui ai dit, écoute, c'est vrai qu'il a un petit orifice, mais tu peux fermer la fente. Il va avoir un orifice qui va grandir et il va bien. Donc, c'est pas parce qu'on a un petit orifice que les choses sont perdues, à condition qu'on ait de l'étoffe. Faut avoir un peu des trucs pour soi, quoi. Hein. Voilà. Alors, par contre, ici, vous voyez, c'est pas pareil. Voilà l'étoffe de l'hémivalve postérieure. Pas grand-chose quand même. Hein. Ici, la valve murale. Hein, un autre exemple, là, pareil, on voit pas bien l'étoffe. Vous voyez, on voit des espèces de moignons de valve. Là, c'est inquiétant parce qu'on se dit, mais avec quoi ça va coapter ce machin quand même, hein? Parce qu'il faut une surface de coaptation, hein, pour qu'une valve fonctionne. Hein, vous voyez, il y a quand même des piliers qui remontent haut. Alors, on voit de l'étoffe. Donc, faites de la cinéloupe, regardez les étoffes. L'appareil sous-valvulaire maintenant. Alors voilà, ça, c'est une petite qui avait un CAV hérité de sa mère, hein, et qui avait vraiment un pilier qui remontait presque sur les valves. Ok. On le voyait dans tous les plans. Elle avait quand même un petit peu d'étoffe, mais elle n'avait pas beaucoup d'appareil sous-valvulaire. Elle avait un orifice de taille correcte avec 2 piliers, 3 composants. Je n'ai pas fait au ralenti là. Donc ça, c'était son. Elle avait quelques attaches ici dans la voie sous-aortique. Et donc voilà sa réparation. En fait, elle n'a pas de sténose mitrale particulière, mais elle a quand même une petite voie sous-aortique. Elle a développé une sténose sous-aortique. Bon, mais elle va très bien maintenant. Alors après, là, je ne sais pas quelle heure il est. Vous avez l'heure? C'est quoi? 10h50, ouais, on a déjà la première heure. Donc je vais peut-être pas vous montrer les fœtus parce que c'est un peu compliqué. En gros, si vous voulez, voilà, c'est des fœtus qui ont un CAV partiel déséquilibré, voyez. Donc là, vous arrivez à voir quand même, c'est comme un cœur, c'est comme un cœur postnatal, voilà, avec un petit orifice gauche ici, voyez qu'on voit à peine, une asymétrie des vaisseaux et une petite crosse là dont on voit l'aorte transverse ici. Hein. Donc voilà, c'était un CAV déséquilibré, les parents étaient conservateurs. Donc, il est né à Necker c'était un déséquilibre, on ne voit pas trop le haut, c'est pas grave. Donc, c'est CAV partiel déséquilibré, éliminer une coarctation. Il n'a pas fait de coarctation. Et puis, voilà. Ça, c'est un autre patient qui arrivait presque en même temps, un autre fœtus, qui avait aussi un CAV déséquilibré. Là, on voit un peu mieux parce qu'il était mieux placé, il n'était pas dos antérieur. Donc, on voit un orifice un peu petit, mais on voit un petit peu d'étoffe quand même. Voilà, là, l'orifice, on le voit avec les piliers, peut-être un peu moins petit que le précédent. Une voie sous-aortique correcte, vous voyez, pas trop désaxée, donc probablement, vous voyez qu'il avait une assez belle hauteur septale, celui-là, hein, ok. Et une crosse dont la terre, on le voit pas. On voit pas très bien parce que j'ai mes trucs qui se mettent dessus, mais une terminaison de la crosse assez petite, donc pour les mêmes raisons. Il est né à Necker pour éliminer une coarctation. Lui non plus n'a pas fait de coarctation. Et en fait, ces deux patients ont eu une évolution radicalement différente. Le premier, alors voilà, ça c'est A, c'est le premier, et B, c'est le deuxième. Et vous voyez déjà qu'ils n'ont pas tout à fait la même voie sous-aortique. Il y en a un qui est désaxé parce qu'il avait probablement une hauteur septale pas tout à fait normale, et l'autre, on voit pratiquement une mitrale qui s'oriente normalement. D'accord ? Pareil, celui-là, on n'arrive pas à voir l'étoffe de la valve commune, hein, quand on regarde en cas de cavité, alors que celui-là, la hauteur septale n'est pas la même, vous voyez, et
on a un petit orifice un peu pareil, mais avec de l'étoffe. Et alors le premier, je vous le dis vite, hein, donc pareil, c'est pareil là. Ça tout ça c'est B, c'est le deuxième. Hein. Donc le premier, il a été mal, il n'arrivait pas à grossir, il a été cerclé, et puis après le cerclage, voyez, après le cerclage, voilà l'aspect de son cœur gauche après le cerclage, alors que le deuxième, voilà. Le deuxième, il n'allait pas terrible, mais il n'a pas eu besoin de cerclage. Donc lui, j'ai pu attendre 3 mois avant de le proposer à la chirurgie. Alors que celui-là, ayant été... en fait, je raccourcis parce qu'on n'a pas le temps. Hein. Donc, en gros, la différence entre ces deux CAV partiels déséquilibrés, c'est que le premier était un peu plus déséquilibré que le deuxième. Il n'avait pas la même hauteur septale, une étoffe qui était moins évidente à voir en postnatal, en tout cas sur les valves communes, parce que sur la valve murale, il y en avait. Il y en a un qui a fini en Norwood et l'autre qui a été réparé. Donc, voyez ces petites nuances qui vous paraissent des nuances, dont je vous ai dit. On peut les analyser dès la période fœtale. C'est pour ça que je vous dis quand on sait analyser les structures, on peut avoir un discours dès la période fœtale si on se donne la peine de bien analyser le cœur du fœtus. Bien sûr, si on voit mal et qu'on se contente de voir mal, on va rien pouvoir dire. Hein. Donc, le fœtus B, à la fin de la fin, c'est-à-dire quand il était en... Donc lui, vous voyez, il a été cerclé, on voyait quasiment plus l'orifice mitral cerclé, regardez, on voyait plus le fœtus A, hein, on voyait plus rien, quoi, et alors que le fœtus B, lui, il a été réparé, maintenant il a 3 ans, puisque ça, mon topo, il date d'il y a 3 ans, il va super bien, il n'a pas de fuite, pas de sténose, c'est un cœur normal. Pour vous dire, voilà. Alors, on va vite fait, vous voyez, regardez, ça c'est sa réparation. Alors, on va vite fait... et en fait, à Necker, quand ils l'ont vu, celui que je voulais faire réparer, les gens qui ne l'avaient pas vu toute l'histoire depuis le fœtus et les premiers mois, ils ont dit c'est un hypo-VG. Ils voulaient lui faire la même chose que le premier. Mais là, j'ai dit halte. Il avait une belle voie sous-ortique, il a une belle hauteur septale, il a un orifice un peu petit, mais il a de l'étoffe. Et donc, j'ai été voir Olivier Risky. Je lui ai dit, mon gars, tu le répares celui-là. Et il l'a réparé, mais il était là avec son staff qui lui disait, etc. Non, il faut s'engager, quoi. Et moi, j'étais assez optimiste, c'est ce bébé. D'ailleurs, sa mère, elle l'allaitait, il grossissait pas si mal. Enfin, vous voyez, il y avait tout un contexte autour qui était plutôt optimiste. Alors voilà, dernière histoire avant la pause, la première pause, qui est de la première heure. Donc, c'est un peu difficile à lire parce que c'est écrit petit. Mais moi, j'ai connu cette jeune femme à 25 ans. Elle était étiquetée, donc CIV d'admission, straddling tricuspide majeur, transposition des gros vaisseaux. Elle était suivie à Clermont-Ferrand. Elle avait eu une atrioseptostomie de Rajkin à la naissance, puis un cerclage avec ce qu'on appelle un Blalock Hanlon, c'est-à-dire il avait vraiment élargi la CIA qui était un peu petite à l'époque. Donc, il avait élargi complètement la CIA et fait un cerclage en 82. Puis en 88, il lui avait fait un shunt à gauche. Voilà. Et ensuite, en 90, le professeur de Ribrol, qui était le chirurgien cardiopédiatre de Clermont, s'est dit on va essayer de voir si on ne peut pas réparer quand même, parce que c'est une transpo qui a 2 ventricules, machin, enfin, je vais vous montrer. Et il dit il y a un straddling monstrueux, voilà. Importance du straddling, renonce à réparer après avoir sectionné la veine cave supérieure gauche et le Blalock gauche. Et voilà, je pense qu'il a refait une anastomose centrale à l'air d'un tube. Et du coup, elle est venue chez nous palliée par un Blalock et sa CIA sur ce straddling. Elle avait 18 grammes d'hémoglobine à 25 ans, 55% d'hématocrite, avec une gêne à l'effort, alors qu'elle venait de se marier et qu'elle voulait un enfant. Vous voyez, donc un KT avait montré que les pressions étaient un peu trop élevées pour une pression pulmonaire. Elle avait 25 de moyenne dans le tronc et les 2 branches, avec un mauvais mixing, c'est-à-dire qu'en fait, le sang rouge allait dans l'AP et le sang bleu allait dans l'aorte, malgré la création de la CIA. Alors, on ne sait pas trop pourquoi. Elle ne mélangeait pas. Elle fonctionnait comme une transpo, malgré son chat. Bon, il y en a une qui dort, là. La pauvre, elle est fatiguée. Donc, alors, voilà.
Ça, en haut, c'est un schéma d'un CAV, et en bas, c'est un straddling. Vous voyez la crête septale avec l'étoile, la tricuspide qui passe en pont. Vous voyez? Alors qu'en haut, c'est pas la même chose, un CAV et un straddling normalement. Hein? C'est vraiment pas la même lésion. Donc là, à droite, c'est le straddling. Et donc, c'est ce qu'avait cette jeune femme. Donc, je vais vous montrer ça. Alors voilà. Donc, c'était pas un CAV. Vous voyez, il y a une jonction AV. Alors, d'accord, il n'y avait plus beaucoup de septum interauriculaire. Je ne vais pas vous montrer la transpo parce que c'est une transpo cerclée. Bon, peu importe. Hein. Mais je vous montre juste l'anatomie. Alors, vous voyez que la tricuspide, effectivement, elle est à cheval sur la crête septale et il y a une des valves qui s'ouvre à droite. Parce que moi, je mets la gauche à gauche. Hein. Je suis désolée, hein, c'est vraiment... bon, bref. Et quand on regarde en petit axe, on a la mitrale ici et l'orifice tricuspide qui passe en pont de part et d'autre, vous voyez, à peu près, de la crête septale. D'accord? Vous avez vu l'orifice mitral là, et l'orifice tricuspide qui passe en pont, là. Donc tout ça, c'est l'orifice tricuspide straddlant. Qu'est-ce que vous proposez à cette jeune femme? Une dérivation cavo-pulmonaire partielle, totale, un nœud de Blalock, ou quelqu'un a une autre idée? Bien sûr, il faudra faire un switch. Hein. Mais moi, je parle de l'intracardiaque. C'est ça qui pose problème chez elle. Hein. 25 ans, mauvais mixing, dépression pulmonaire un peu limite, transplantation cardiaque. Je ne l'ai pas mis, mais vu que vous venez de faire le topo, hein, 25 ans, elle a eu, ouais, elle a eu 3 chirurgies, dont quand même des cœurs fermés. Hein, mais bon. Qu'est-ce que vous lui proposez avec ce que je vous ai montré? Vous savez ce qu'elle a eu? Elle a eu ça. Cloisonnement du septum et de la tricuspide comme une valve unique de CAV. Parce que regardez, là, il y a l'orifice gauche. Imaginez que vous cloisonnez ici. Attendez, je vais m'arrêter. Imaginez que vous allez cloisonner, vous faites votre cloison ici, et vous faites comme, en fait... Attendez, on va repasser plutôt là, ça va être mieux. On va voir si on peut avancer. Voilà. Donc, ça, cette tricuspide à cheval, ça vous rappelle pas une valve unique de CAV, ça? Regardez. Il y a des attaches, il y a 2 attaches à gauche, puis il y a un orifice droit qui est assez grand, l'orifice tricuspide de cette valve straglante. Là, l'orifice tricuspide dans le VD, là, l'orifice tricuspide dans le VG. Eh ben, on lui a fait un double orifice. Vous comprenez l'idée? Vous comprenez pas l'idée? Ben, en fait, si je vous dis pas que c'est un straddling, en fait, cet orifice tricuspide, il passe en pont sur comme une valve de CAV, en fait. Hein? Imaginez que vous cloisonniez cet orifice tricuspide pour laisser la moitié à gauche et l'autre moitié à droite. Ça va lui faire 2 orifices gauche, dont un petit, mais on s'en fout parce qu'il en a un normal, et un orifice à droite. Donc effectivement, ce n'est pas un CAV. Mais si on se cantonne à l'étiquette qu'on a mis à cette dame, elle n'a pas de solution. Mais si on sort de l'étiquette et qu'on regarde son cœur, ben moi, quand j'ai vu son petit axe, j'ai dit à Yves Lecomte, écoute mon coco, regarde, ça ressemble à un CAV. Alors, il a pas pris ce que j'ai dit pour argent comptant tout de suite. Hein. Il a réfléchi, et regardez. C'est-à-dire qu'en fait, la cloison interauriculaire, elle arrivait là avant. Il l'a déplacée, il l'a alignée sur le septum, et il a laissé 2 orifices à droite, 2 orifices à gauche, un orifice à droite. Ben, ça, c'est quand même une observation, j'en ai qu'une, enfin, si j'en ai 2, parce qu'on en a eu un autre qu'on a fait pareil. Mais ça, c'est juste avant la pause, ça vous montre que, c'est le dernier mot de ma conclusion à la fin du topo d'aujourd'hui,
le but, c'est pas de mettre un malade dans une case, c'est de lui trouver qu'est-ce qu'il a de singulier et de lui trouver une solution. Si vous voulez faire bouger les lignes dans votre profession, il faut que vous sortiez des cadres. Il faut que vous vous mettiez à regarder les lésions, pas encombrées par les dogmes et les cadres. Cette femme-là, 25 ans, bleue comme la nuit, on n'avait pas d'autre option. À la limite, il fallait la transplanter. Et donc, Yves Lecomte, au début, il me disait, mais tu déquionnes, mais comment je vais faire, etc. Et en fait, il a déplacé la cloison, il a laissé ce machin-là, qui était l'ancien anneau, en fait, du côté gauche, il l'a mis là. Et elle va bien. Alors, elle va bien. La seule chose qu'elle a fait, c'est de la dysfonction de sinus parce qu'elle avait eu le Rashkin, le Blalock, Hanlon, et donc elle avait plus de sinus et des problèmes de conduction. Donc, elle a fini par avoir un pacemaker à Rouen parce qu'elle est, non, à Clermont-Ferrand parce qu'elle était suivie à Clermont-Ferrand. Et d'ailleurs, le deuxième à qui on a fait ça, qui avait un truc, mais sans la transpo, qui avait juste un truc comme ça, il a fait aussi des troubles conductifs. Donc, c'est vrai que c'est un risque d'avoir un pacemaker, mais chez des adultes, elle est rose, elle a fait une grossesse. Hein. Voilà. Pause. Ou alors question, comme vous voulez. Oui, c'est avec partiel, mais enfin, c'est valable pour les complets aussi. Hein. Oui. Voilà, en fait, plus la CIV anatomique est grande, même s'il n'y a pas de CIV du tout, puisqu'en fait, les valves, elles vont suivre la crête. Quand c'est un CAV partiel, les valves communes, elles vont tapisser complètement le pourtour de la CIV, à la fois dans le septum d'admission, mais dans le septum sous-aortique. D'accord? Et du coup, elles vont, vu que tout est tapissé vers le bas, ça va désaxer l'orifice mitral, ça va aussi enlever de l'étoffe, puisque tous ces tissus sont ourlés sur le septum. Alors, Yves Lecomte, au début, il voulait, quand il voyait des malades comme ça, et qu'il voulait les réparer alors qu'ils avaient des mauvaises mitrales, il détachait tout. Et ben, en fait, il remettait du septum à la hauteur. C'était une bonne intention, mais en pratique, ça ne marche pas. Donc, en gros, si tu veux, c'est des moins bons CAV. C'est souvent des CAV qui ont une moins belle voie sous-aortique, donc qui ont souvent des petites aortes, etc. C'est des CAV qui ont moins d'étoffe et parfois moins d'orifices aussi. D'accord? Donc, en gros, le bon CAV, il a une belle hauteur septale. D'accord? Pas d'autres questions? Vous voulez aller reprendre un café? Parce qu'on peut aussi enchaîner, hein, c'est comme vous voulez. Hein. On enchaîne? Ok. Non, d'habitude, je passe plus de temps sur mes petits cœurs de fœtus, mais c'est pour vous montrer qu'en fait, chez le fœtus, on voit la même chose que chez le nouveau-né. Hein. Il suffit de bien voir, quoi. Donc, alors, je vous fais un peu d'historique. Réparer les malpositions. Moi, en fait, je suis tombée dedans, la marmite, en gros. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est pas. Enfin, je veux dire, il se trouve que j'ai travaillé 15 ans avec Yves Lecomte, alors forcément, voilà, je suis tombée dans la marmite. On avait moi j'ai travaillé avec lui entre 1980, je sais pas combien, 86 et 2009, vous voyez. Et donc, fatalement, j'ai vu un nombre de transports complexes, de malpositions complexes, parce que à l'époque, on en envoyait plus à Yves Lecomte qu'à Pascal Vouet ou même qu'à Marie-Laine Long. Et donc, nous, on avait une série qu'on avait publiée, par exemple pour les rêves, on avait quand même publié 208 rêves, ce qui était quand même énorme, vous voyez. Et donc, vu que j'étais la seule cardiologue, c'est moi qui les voyais. Et donc, cette analyse, qui est une analyse qui n'est pas une classification, mais une stratégie en vérité, hein, une stratégie d'analyse où on va décrire les lésions au lieu de les nommer, je l'ai acquise sur le terrain. Voilà. Donc, réparer les malpositions. Qu'est-ce que c'est qu'une malposition? Ce sont toutes les anomalies de la connexion ventriculo-artérielle associées à une CIV. La notion de connexion, bien sûr, ça ne se pose que s'il y a une CIV. Donc, en fait, vous avez tout pour faire un cœur normal. Parce que je ne vais pas vous parler des critères de réparabilité qui sont indépendants des caractéristiques de la malposition. On voit bien sûr qu'il faut qu'il y ait 2 ventricules, 2 valves d'entrée normales. Enfin, voilà, il faut que ce soit réparable
en général, hein, d'accord? Tout est là pour faire un cœur normal, mais c'est le bazar pour les vaisseaux. Quel ventricule se vide dans quel vaisseau, c'est la question. Donc, ce sont des connexions différentes de la normale. Donc, je vous rappelle ce que c'est qu'une connexion normale. Une connexion normale, c'est le VG donnant l'aorte sans interposition d'un conus. Donc, avec une continuité mitro- et tricuspido-aortique, la valve mitrale, la valve aortique, elle est comment collée aux valves de côté. Et la paix donnant, le VD donnant la paix avec interposition d'un conus. Définition d'un conus, moi je ne sais pas si vous savez ce que c'est, il y en a une qui a l'air de savoir, mais je ne sais pas si tout le monde sait. Donc un conus, c'est une pièce musculaire qui sépare les valves auriculo-ventriculaires des valves semi-lunaires du vaisseau correspondant, enfin du vaisseau avec lequel on veut le connecter en tout cas. Par exemple, entre la tricuspide et la valve pulmonaire sur un cœur normal, ou la tricuspide et l'aorte d'une transposition. Je voulais prendre le petit cœur qui est en le moulage, là, on regardera tout à l'heure. On voit très bien hein, sur un cœur normal, mais on l'a aussi sur mes moulages à moi. Alors, attention aux mots. Un conus, c'est pas le septum conal. On est bien d'accord. Le septum, quand il n'y a pas de conus, d'accord, il n'y a pas de septum conal, mais le septum conal, c'est le petit bout de septum entre les vaisseaux. Et en général, dans des CIV conoventriculaires, le septum conal, on le voit, et parfois, il fait obstacle d'un côté ou de l'autre, ou des fois, il y a des attaches dessus. Donc, il faut bien faire la différence entre un conus et le septum conal. Donc, réparer les malpositions, c'est connecter le VG à l'aorte le plus directement et largement possible, et le VD à la paix, si possible, sans tube. C'est ça, réparer. Parce que quand les gens ils me parlent de cure complète quand il y a un tube, moi, ça me fait dresser les cheveux sur la tête. Hein. Ne serait-ce que le mot de cure complète chez les congénitaux, c'est quand même un terme, c'est un oxymore, hein, pratiquement. Hein. Bon. À part fermer une CIV, une CIA, je pense qu'on ne devrait pas l'utiliser, d'accord? Même dans les malpositions. Mais disons que si on arrivait, voyez, à réparer une malposition uniquement en fermant une CIV sans toucher à la paix, on pourrait dire que c'est réparé. Bon. Après, voilà, il y a quand même des nuances. On va voir. Donc, pour prévoir, il faut connaître les réparations aussi. Parce que avant, je faisais mes cours, mais je me rendais compte qu'en fait, je leur parlais de type de réparation, mais ils ne savaient pas ce que c'était toutes ces réparations. Donc, normalement, vous avez eu les cours de chirurgie, donc vous devriez connaître les réparations. Donc, il faut connaître les réparations, il faut pouvoir imaginer dans l'espace sur un cœur en échographie, qu'est-ce que va être le meilleur futur chenal VG aorte. Ça, c'est la deuxième condition. La troisième condition, c'est savoir comment vous allez connecter le ventricule droit à l'artère pulmonaire. Pour la connexion, est-ce qu'il va falloir déplacer l'artère pulmonaire, comme dans un switch par exemple, ou dans un rêve? Et donc, pour répondre à cette question, comment on va reconnecter le VD à la paix, il faut définir la position de la paix. Donc, est-ce que cette AP, elle est au-dessus d'un conus, ou est-ce qu'elle est en position de transpo, elle n'a pas de conus? Et puis enfin, troisième condition, savoir s'il y a ou non une sténose pulmonaire. Donc, trois conditions. Bien connaître les réparations, construire le chenal, savoir imaginer dans l'espace le chenal VG aorte et savoir comment reconnecter la paix s'il y a un obstacle. Donc, là, j'avais fait un QCM, donc je vous fais un petit QCM, c'est pour qu'on révise. Donc, voilà toutes les réparations. Tunnelisation VG aorte avec switch, par exemple. Hein. IVR, c'est-à-dire réparation intraventriculaire, l'intervention de Rastelli, le rêve, qui est la réparation à l'étage ventriculaire de ce qui s'apparente à une transposéivée sténose pulmonaire, la rotation conale, la rotation des conus, et le Bex Nikaido, la translocation purement aortique. Moi, je vous avoue que je n'ai pas tellement d'exemples de bébés à qui j'ai fait faire des Bex Nikaido, donc je n'en parlerai pas beaucoup, parce que vaut mieux parler que de ceux qu'on connaît, en fait. Hein. Alors voilà, donc l'IVR, voilà un exemple. Donc vous avez un switch à gauche ici, donc vous avez une tunnelisation VGAP, c'est l'espèce de truc en hachuré, c'est la tunnelisation, c'est le capot. Hein. Alors c'est marrant, j'ai pas ma flèche. Vous voyez le petit capot là où il y a la flèche en pointillé, c'est donc la tunnelisation VGAP et le switch. Vous avez les petits pointillés du switch. Ça, c'est la première opération, d'accord ? Mais là, vous voyez que, alors à droite, c'est l'IVR, c'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle nous un double conus, on va en parler, et donc vous tunnelisez en hachuré
le ventricule gauche à l'aorte, mais vous ne touchez pas à la paix, puisque la paix, elle est au-dessus d'un conus. Donc, il y a la place dans ce ventricule droit, qui est le sang qui aille directement à la paix. D'accord? Le rastelli, ça se fait quand il y a une sténose pulmonaire, en général. Donc, c'est une tunnelisation. Là, vous voyez, il y a le septum conal qui est dessiné et le patch de tunnelisation à l'aorte en laissant le septum conal. Et le rastelli, c'est avec un tube. VDAP. Mais on laisse le septum conal. Le rêve. Alors, le rêve, donc, c'est aussi une tunnelisation VG aorte, sauf qu'on enlève le septum conal ou on le bascule du côté de la CIV. C'est très important parce que ça fait des belles voies sous-aortiques. Et au lieu de mettre un tube, on décroise comme dans la transpo, sauf que vu qu'il n'y a plus de valve pulmonaire, on décroise en mettant un capot sur le VD comme si c'était une voie pulmonaire dévalvée de Fallot, en gros. Sauf que c'est décroisé. Donc, c'est une voie pulmonaire qui est rétrosternale, très antérieure. Plus antérieure qu'une voie décroisée de transposition, d'ailleurs. Hein, très, très antérieure. Et un peu plus basse. Voilà, le petit schéma. Donc, on tunnelise à l'aorte en ayant resséqué le septum conal et on décroise et on fait un patch antérieur. Voilà, bon, ça, c'est des petits dessins, comment on fait le... Vous voyez, on découpe le septum conal, parfois on le bascule quand il y a des attaches tricuspides et parfois on recolle le septum conal sur le versant droit du patch. Hein. Là, on est dans le VD. Hein. Donc, la tunnelisation VG aorte, voilà. OK. Avec une bougie dans la paix pour bien... Et la rotation conale, alors la rotation conale, on peut la faire que s'il y a un double conus, parce qu'on va couper le muscle. En gros, vous avez les deux vaisseaux au-dessus d'un conus musculaire. Donc, en fait, il sectionne, pas beaucoup, de muscles sous les valves semi-lunaires. Donc, il emporte les valves et il va décoller les ostia coronaires pour pouvoir les mettre dans le vaisseau qu'il a mis de l'autre côté. Donc, il y a deux conditions. Double conus, il ne faut pas qu'il y ait des coronaires qui fassent des boucles bizarres parce que vous n'allez pas pouvoir les replacer correctement. D'accord? Et le Bex Nikaido, c'est la même chose que le double conus, c'est-à-dire on découpe un morceau en fait, en gros, on découpe l'aorte, on la met à la place de la paix, et puis, mais en découpant toute la valve comme dans la rotation conale, et on décroise comme dans un rêve. Donc, c'est un mélange entre une rotation conale et un rêve, en fait. Puisque vous allez prendre toute la portion de l'aorte avec son muscle dessous et vous allez le translater à gauche en arrière en remettant les coronaires, et l'artère pulmonaire, vous la déplacez comme dans un rêve, donc, ou comme dans un switch plutôt, vous le mettez de l'autre côté. Voilà, enfin non, comme dans un rêve. Je ne sais plus très bien. Non, il y a une valve. Non, puisque vous avez gardé ce qu'il fait. Normalement, il prend la valve, donc c'est ça que je ne comprends pas. Comment il peut y avoir une valve de l'autre côté. Bon, enfin moi, le Bex Nikaido, franchement, jamais fait. C'est pas très grave. Donc, alors je vous fais un petit QCM là pour qu'on révise avant. Dans quelle réparation doit-on tunneliser au travers de la CIV? Donc vous me dites les lettres. Bah oui, ABCD, vous avez raison. C'est bien. Bon, c'est bien, vous avez bien compris. Dans quelle réparation on ne déplace pas les vaisseaux? J'ai dit, vous avez le droit de plusieurs réponses. Hein. Alors BC? C'est BC, c'est bien. Ils sont réveillés aujourd'hui, c'est bien. Quelle différence majeure pour le pronostic entre le rêve, la différence majeure pour le pronostic entre le rêve et le rastelli concerne la tunnelisation VG aorte ou la voie pulmonaire? Ouais. Parce qu'en fait, les rastelli, de quoi ils meurent, les rastelli? D'obstacles sous-aortiques. Alors, ils peuvent mourir à une réintervention pour changement de tube. Ça, c'est toujours possible. Mais ils meurent plus de dysfonction VG et d'obstacles sous-aortiques. Et c'est ça qui fait la grande différence
sur le long terme de morbidité et de réintervention entre les deux interventions. Alors, quelle réparation est possible ou indiquée uniquement quand l'artère pulmonaire est en position normale? Il n'y en a qu'une. Parce que dans le Rastelli, c'est une anatomie de transpo. La paix, elle est en position aortique, elle est basse. Hein, elle est dans le. En fait, elle est. Je vais vous remontrer. Enfin, vous regarderez sur le. Alors, par exemple, si je vous dis Malpo avec CIV sous aortique, est-ce que vous pouvez dire qu'elle est toujours rose, le bébé est rose, ou sera à peine bleu, toujours bleu, ou est-ce que ça dépend de la voie pulmonaire? Ouais, ça dépend de la voie pulmonaire. S'il n'y a pas de sténose pulmonaire, il va être rose. S'il y a une sténose pulmonaire, il peut être bleu. C'est comme un falot, quoi, en gros. Hein. Dans quel cas faut-il faire un Rashkind? Absolument. Est-ce qu'il faut le faire à toutes les malpositions, à celles de type transpo ou celles de type transpo avec sténose pulmonaire? Alors pourquoi celles de type transpo avec sténose pulmonaire? Parce que ce sont des malpositions avec CIV. En général, alors à moins qu'ils aient une CIV restrictive. Hein. On parle des malpos là. Hein. Non mais ça c'est pour ça que c'est pas grave. Mais une malpo c'est une CIV, d'accord? Et qu'habituellement les malpos CIV, soit on les cercle, soit on les répare rapidement. Mais ils sont pas menacés. Le problème de la transpo CIV sténose pulmonaire, c'est que très souvent, les CIV sont petites dans les transpos CIV sténose pulmonaire. Donc, ça fait un mauvais mixing sur la CIV et que s'ils n'ont pas de CIA, ben, ils vont très, très mal mélanger à cause de la sténose pulmonaire. Et donc, ils vont avoir une physiologie de transpo. Et donc, si on veut pouvoir attendre que le bébé pèse 6-7 kilos avant de lui faire un rêve, on a intérêt à avoir une CIA. Donc, il faut faire un Rashkin dès la naissance à toutes les transpos CIV sténose pulmonaire systématiquement. C'est vraiment la malposition où il faut faire un Rashkin, c'est celle-là. Les autres, bon, alors, vous pouvez avoir des malpos avec CIV restrictifs sans sténose pulmonaire, mais c'est quand même pas la majorité. Hein, d'accord? Donc là, on va reprendre un petit peu, mais je pense que je ne sais pas si vous avez tout compris, mais donc les malpositions, c'est un continuum entre la connexion normale où à l'aorte est bien posée sur les valves et la paix au-dessus de son petit conus, donc le hachuré, c'est le conus, et la transposition où c'est exactement l'inverse. Hein, et en fait, ce qu'on appelle, nous, les malpositions, c'est en gros, il y a effectivement les transpos CIV, sténose pulmonaire, elles font partie des malpositions, mais disons que c'est des formes de type transpo caricatural. Et le problème diagnostique et stratégique de décision, il va se poser pour la zone grise des doubles conus, en fait. Hein, parce qu'un cœur normal, ça reste un cœur normal, une transpo, c'est une transpo, on sait ce qu'on peut faire et pas faire, mais dans les doubles conus, c'est là que les gens se perdent, en fait, en conjoncture. Donc en fait, ce qu'on dit VGDI, VDDI, ils ont défini ces sous-groupes à partir des critères d'alignement des vaisseaux par rapport au septum. Plus de 50%. Ça, franchement, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc théoriquement, le VGDI, le VDDI, c'est les vrais doubles conus où les deux vaisseaux sortent d'un conus au-dessus du ventricule droit. Et les VGDI, c'est plutôt l'inverse parce qu'en fait, c'est deux vaisseaux qui n'ont pas de conus. Donc, ils se retrouvent plutôt au-dessus du ventricule gauche. Disons, on pourrait dire ça, voyez. Mais en vérité, c'est pas un problème d'alignement, c'est un problème de conus. Il faut voir que ça rentre là-dedans. L'alignement. Ah oui, alors là, ça ne va pas. Ouais. Vous voyez que là, c'est pas aligné le septum. Hein, parce que là, ça ne va pas marcher, il n'y a pas de micro.
Bon, enfin, c'est pas grave, je vais le faire moi. Donc, vous voyez le conus, c'est ça. Hein, donc, c'est pas grave. Je vous montre un cœur normal. Ça, c'est le conus. Et ça c'est des moulages en pâte à modeler que je faisais dans le temps. Donc, c'est la voie pulmonaire qui s'enroule autour de la voie aortique avec l'aorte au contact des valves ici. Et là, dans ce cœur normal, on a fait une CIV périmembraneuse. Donc voilà, une CIV périmembraneuse qui est au contact de la tricuspide et au contact de la valve aortique. D'accord? Donc en fait, en échographie, alors moi je mets toujours la gauche à gauche. Hein. Donc là, c'est VGAP. Vous voyez, là, j'aligne plutôt VGAP, puis là, j'aligne VDAP. Vous voyez? Il suffit d'incliner la sonde. En fait, l'alignement en échographie, c'est ce qu'on veut. Mais sachez qu'en chirurgie, c'est pareil. Ils peuvent s'aligner. Vous avez bien vu que la petite dame de 25 ans, hein, on peut s'aligner comme on peut quand on a les moyens de le faire. D'accord. Donc, l'alignement ne tient pas compte des conus. Dès lors que l'aorte est en continuité avec les valves sans conus, elle est en position normale, même si elle est déplacée à droite. Vous avez des atrésies pulmonaires à septum ouvert ou des fallots extrêmes où l'aorte, elle est complètement à droite. Mais dès lors qu'elle est en continuité avec la mitrale, vous n'avez pas le droit de parler de VDDI. Parce que embryologiquement, ce n'est pas une malposition. C'est une dextroposition de l'aorte, un peu qui est très grosse et qui est plutôt décalée vers la droite. Mais en vérité, c'est un phallot, quoi. Ou c'est une abso. Et d'ailleurs, vous verrez jamais de digorge, jamais, quand l'aorte est en continuité avec les valves. Jamais. Ah oui, c'est le contraire, excusez-moi, c'est le contraire. Vous verrez jamais, vous direz, il y a des digorges quand l'aorte est en continuité avec les valves, mais vous ne verrez jamais de digorge quand il y a un double conus. C'est-à-dire que les malpositions, c'est une autre morphogénèse. Et il n'y a pas de microdélétion 22 dans les doubles conus. Dès lors que l'aorte n'est pas strictement en continuité avec la mitrale ou la tricuspide, vous pouvez toujours chercher, ils auront un thymus, ils peuvent avoir un syndrome de charge, ils peuvent avoir des tas de merde, de délétion, ce que vous voulez, mais ils n'auront pas de digorge. C'est exactement le contraire de ce que j'ai dit au début. D'accord? Donc voilà, l'aorte d'un phallot peut être complètement au-dessus de la cavité. Donc voilà, les doubles colus sont sortis, les phallos, autres maladies. Voilà. Donc, tout ça, alors tous ces VDDI, quand on dit VDDI, ça ne vous donne pas la solution sur le traitement. Quand je vous dis c'est un VDDI, et même avec CIV sous-aortique, tout ça, ça se discute parce qu'un VDDI avec CIV sous-aortique et sténose pulmonaire, ça ne se répare pas comme un VDDI avec sténose sous-aortique. Vous voyez? Donc, en gros, vous qu'est-ce que vous devez regarder? La position de la CIV dans le septum est par rapport au vaisseau, la position de l'artère pulmonaire par rapport aux valves, donc s'il a un conus, la position de l'aorte, effectivement, est-ce qu'elle est loin, est-ce qu'elle est près, est-ce qu'elle est en avant à gauche, est-ce qu'elle est en avant à droite, ça c'est important, et est-ce qu'il y a un obstacle pulmonaire? Et avec ça, vous avez une boîte à outils, c'est pour ça que j'ai fait, c'est la boîte du Petit Prince, hein, mais c'est une boîte à outils, et avec ça, vous allez pouvoir analyser votre malposition. En dernier, bien sûr, où est le septum conal par rapport au futur chenal VG aorte? Est-ce qu'il est dans le chemin? Et est-ce qu'il y a des attaches dessus si il était dans le chemin et qu'il fallait le resséquer? Donc, ça fait quand même beaucoup de choses à regarder. Hein. Mais quand on a l'habitude, en fait, ça va vite. Donc, le chenal, il doit être le plus large et le plus direct possible. C'est l'élément pronostic majeur du résultat de ces malpositions. C'est-à-dire un bébé à qui vous faites une chirurgie complexe et qui sort avec un obstacle sous-aortique, qui ne sort pas de CEC. Et a fortiori, après, il va être réopéré pour obstacle sous-aortique. Donc, soit directement, soit en resséquant le septum conal, s'il n'y a pas d'attache valvulaire, en sachant que les attaches valvulaires, si c'est la tricuspide, c'est pas grave. Si c'est la mitrale, c'est plus emmerdant. Voire en élargissant la CIV vers l'avant en risquant de se payer les artères septales. Si on élargit la CIV, vous voyez, vous avez la crête septale. Les chirurgiens, ils vont faire une incision en fente et ils vont utiliser la berge de cette fente pour élargir leur chenal. Mais dans le septum antérieur, il y a les artères septales. Les artères septales, c'est parfois les artères du nœud, hein, ou d'une branche, ou de machin. Bref. Donc, quelle réparation? Donc, comment faire une connexion VG-aorte
à quoi va-t-on tunneliser le VG? À la paix ou à la horte? Il y a l'histoire des CIV sous-aortique ou sous-pulmonaire, ou les deux. Effectivement, vous connaissez ce petit schéma. Vous remarquerez d'ailleurs que les vaisseaux, ils sont toujours dans la même position. Hein, c'est un double conus sur lequel ils ont déplacé la CIV. Alors, c'est vrai que, vu que ce sont souvent des doubles conus, et que le plus souvent ce sont des doubles conus du ventricule droit, disons que c'est une belle illustration d'une CIV là qui est sous-aortique, en sachant que quand c'est sous-aortique, c'est souvent des L-Malpo, ou sous-pulmonaire, ici, ou double committed en bas, ou non-committed, donc et là, c'est plus compliqué quand c'est pas du tout connecté, mais fort heureusement, c'est pas les plus fréquentes des malpositions. Donc ça compte, ça c'est sûr. Comment refaire une connexion? Donc sera-t-il assez large? Alors il faut bien sûr, pour savoir s'il est large, la taille de la CIV, la position de la CIV, est-ce qu'elle est sous la horte, etc. Le septum conal. Et donc comment on va reconnecter la P? Est-ce qu'il y a un conus normal? Soit c'est évident, la paix est en position normale, ou c'est évident, la paix, elle est en continuité avec les valves, vous ne prenez pas la tête, vous savez vers quoi vous allez aller, soit c'est pas évident, et c'est là qu'on fait les distances tricuspido-pulmonaires ou tricuspido-aortiques, enfin en tout cas, hein, c'est souvent les distances tricuspido-pulmonaires qui vont être déterminantes pour savoir si on peut ou non faire passer le chenal, parce que le but, c'est est-ce que on peut faire passer le chenal sous-aortique entre la tricuspide et la paix. Si oui, on ne va pas déplacer la paix. Si c'est trop petit, eh ben, il va falloir déplacer la paix. Donc, ça vous oriente vers un type de chirurgie. D'accord? Donc, à gauche, c'est l'IVR. Vous avez la paix en position normale. À droite, vous avez une AP au contact des valves. Donc, c'est un switch. Et entre les deux, là, vous avez une AP un petit conus, mais vous voyez que le chenal, il va être sténosant. Ben, dans ce cas-là, il ne faut pas faire d'IVR, il vaut mieux faire une tunnalisation VGAP avec un switch, parce que vous n'allez pas laisser un chenal sous-aortique comme ça. Donc ça, si vous avez compris, vous avez tout compris. Donc, si l'artère pulmonaire est loin des valves, vous pouvez avoir l'aorte très loin, c'est pas grave, elle peut avoir une distance entre les valves et elle qui est très loin, vous aurez simplement un long chenal, mais ça ne changera rien. Vous voyez, je change la taille du chenal. Vous voyez, petit chenal, moyen chenal, grand chenal, mais la P, c'est toujours une IVR, c'est la taille du chenal qui change. D'accord? Si elle est trop proche, bah, c'est tunnalisation VGAP switch. D'accord? On laisse la paix dans le chenal. En fait, on ferme la... Enfin, vous voyez, on laisse la paix dans le... Ou alors, on peut laisser la paix dans le chenal et faire un rêve. Mais ça, c'est s'il y a une sténose sous-pulmonaire. Mais s'il n'y a pas de sténose sous-pulmonaire, on fait un switch. Parce que, effectivement, quand la paix est trop basse, elle va se retrouver dans le chenal. Est-ce que c'est clair? Voilà, donc pareil, c'est ce que je vous ai montré. Donc, si vous laissez la paix trop basse dans le chenal, eh ben, ça l'étrangle. Donc, quand la paix est basse, c'est transpose CIV. Donc, quand il y a un obstacle sous-aortique, quand il y a un obstacle sous-pulmonaire, eh ben, on tunnelise le ventricule gauche à l'aorte, on resecte le septum conal et on déplace. Ça s'appelle le rêve. Voilà, donc ça, je vais vous répéter. Alors, en pratique, comment on fait pour analyser? Ben, en fait, premièrement, vous allez balayer la cavité vers les vaisseaux, comme moi j'apprends à faire chez le fœtus. Et en fait, ce qu'il faut toujours essayer de voir, c'est quand vous balayez, c'est quoi le premier vaisseau que vous voyez? Le premier vaisseau que vous voyez, c'est celui qui est le plus près des valves, c'est celui qui est le plus bas, c'est celui qui a le moins de conus. C'est pas compliqué, hein? Et celui que vous voyez en deuxième, bah, c'est celui qui est le plus haut et c'est celui qui a le plus de conus. Uniquement en balayant, uniquement comme ça, quoi, à partir de votre pointe. Ça peut se faire aussi en sous-costal, hein? En sous-costal, vous êtes sur les oreillettes, puis après vous êtes sur les valves, et après vous regardez, premier vaisseau que je vois, c'est celui qui est le plus bas. Dernier vaisseau que je vois, c'est celui qui est le plus haut. Donc vous allez trouver. Donc soit des coupes 4 cavités, 5 cavités, soit des coupes frontales, vous voyez, regardez là. Donc là, le premier vaisseau qu'on voit, c'est celui qui est à droite, c'est ici, là. Et celui-là, c'est la paix, il est au-dessus. On ne le voit pas vraiment, on va le voir au-dessus, en fait.
Et donc là, on va construire ce chenal-là facilement. Voyez. Donc là, vous pouvez construire le chenal. Sur votre coupe sous-costale, il faut le dessiner, votre chenal, en sous-costale. Alors, pour la voie VDAP, donc ça c'est comment est-ce qu'on fait après pour mesurer les distances tricuspido-pulmonaires? C'est la coupe petit axe. C'est-à-dire que le ventricule droit, il s'enroule autour de l'aorte, donc avec son conus, qui est ma flèche, la deuxième, là, hein, la flèche en mauve clair. Vous faites une coupe qui passe dans cet enroulement, et vous avez la voie VDAP qui s'enroule autour de la voie sous-aortique. Et la seule chose qu'en fait vous faites dans une malposition, c'est qu'au lieu de voir la valve aortique dans ce plan-là, vu qu'elle est au-dessus parce qu'il y a un conus, vous allez voir juste sa voie sous-aortique. Vous n'allez pas voir la valve elle-même. Si vous voyez la valve, c'est que l'aorte elle est en position normale et que c'est plus vraiment une malposition. Mais vous pouvez faire une coupe de l'enroulement où vous avez la tricuspide et la P. Et si c'est comme ça, votre voie sous-aortique, ça va être une IVR. Et même s'il y a une sténose pulmonaire, ça va être une IVR avec élargissement pulmonaire comme un falot. Mais ça va être une IVR. Parce qu'en jaune, ça va être le patch de tunnelisation. Mais ça, c'est pas l'aorte, c'est pas vrai, c'est la voie sous-aortique dans une malposition. Regardez, attendez. Oh. Vous voyez là, j'ai fait l'enroulement et la voie sous-aortique, elle est là. Vous voyez? Ça, c'est la voie sous-aortique. Et ça, c'est la distance tricuspido-pulmonaire. Et donc, ma voie sous-aortique, elle est assez large. Il n'y a pas de problème. On peut la faire passer entre la tricuspide et la P. Dans ce double conus qui n'était pas facile à voir. Vous voyez? Le premier exemple est l'illustration d'une malposition à double conus avec une artère pulmonaire en position normale et une aorte au-dessus d'un petit conus à distance de la mitrale mais assez près de la tricuspide. Dans cet exemple, on a fait une CIV périmembraneuse comme dans le cœur normal et vous voyez qu'il sera facile de tunneliser le ventricule gauche à l'aorte sans qu'il soit nécessaire de déplacer la P. Et s'il y a une sténose pulmonaire, elle sera élargie comme une réparation de tétralogie de Fallot. Le deuxième exemple est l'illustration, là encore, d'une malposition à double conus avec un long conus sous-pulmonaire, mais dans cet exemple, l'aorte est au-dessus d'un très grand conus à distance de la valve tricuspide et de la valve mitrale. Le septum conal qui tourne toujours entre les vaisseaux, dans cet exemple, va s'interposer, si l'on veut construire un chenal VG-aorte, entre le ventricule gauche, la CIV, et l'orifice aortique. Il faudra donc le resséquer pour ne pas avoir d'obstacle sous-aortique. Mais il ne sera pas nécessaire de déplacer la baie puisqu'on passera le patch de tunnelisation en dessous de l'orifice pulmonaire. Voici l'illustration d'une transposition des gros vaisseaux avec CIV, où l'artère pulmonaire sort du ventricule gauche sans conus au contact des valves auriculo-ventriculaires. L'aorte, elle, sort au-dessus d'un long conus à distance des valves. Cette malposition sera réparée en fermant la CIV sous l'artère pulmonaire et en switchant les deux vaisseaux. On voit au travers de la CIV un repli musculaire qui correspond au septum conal, qui est toujours entre les deux vaisseaux. Ici, ce septum conal est mal aligné sous l'aorte et peut être responsable d'un obstacle sous-aortique et d'une coartation de l'aorte. S'il était mal aligné sous l'artère pulmonaire, cela constituerait une transposition des gros vaisseaux avec CIV sténose sous-pulmonaire qui ne pourra pas être réparée par un switch, mais par une tunnelisation VG-aorte en resséquant le septum conal et en réimplantant l'artère pulmonaire sur le ventricule droit. Ce dernier exemple est l'illustration d'une malposition avec deux petits conus, une aorte assez basse au contact de la tricuspide et un peu à distance de la mitrale, et une artère pulmonaire elle aussi relativement proche des valves auriculo-ventriculaires. Le septum conal est ici mal aligné sous l'artère pulmonaire. On ne pourra pas faire de switch sous peine d'avoir un obstacle sous-pulmonaire. Il faudra donc envisager une réparation de type rêve en tunnelisant le ventricule gauche à l'aorte
en passant en avant l'orifice pulmonaire, en resséquant le septum conal et en déplaçant l'artère pulmonaire sur le ventricule droit. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu sur le premier exemple que je vous ai montré, on va peut-être le revoir, que le septum conal, c'est le toit de la CIV. Dans un cœur normal, Le premier vous voyez, le septum conal, il est là. à double conus, Vous voyez, pulmonaire en position. en fait, si vous voulez, l'aorte, elle est en dessous et la paix est au-dessus. Et dans un cœur normal, le septum conal, il est au toit de la CIV. Et quand l'aorte va se déplacer à droite, ça va tourner comme ça, Dans le cœur normal, vers une position de transpo. Vous voyez, ça tourne comme ça. Donc, du coup, le septum conal, il n'est plus dans le même plan. Il n'est plus dans un plan comme ça. Il vient dans un plan frontal. Vous voyez? comme une réparation tétralogique. Voilà, d'accord? Bon, je ne sais pas quelle heure il est là. Donc, on a une demi-heure. Bon. Alors là, maintenant, ça va être un peu plus ardu parce que je vais vous montrer des fœtus. Enfin bon, je vais vous montrer des fœtus et je vais vous dire qu'en fait, dès la position fétale, ben, on peut dire quel type de réparation. Hein? Donc, voilà le premier exemple. Donc là, c'est pareil, c'est le balayage. Hein. Vous voyez, regardez. Donc là, je balaye de la 4 cavités. Et en fait, le dernier vaisseau qu'on voit, le plus haut, c'est la paix. Je dis que c'est la paix parce qu'il donne le canal artériel. Hein, regardez. La paix va direct au canal artériel. Comme ça, vous avez. Chez le fœtus, c'est facile, hein, on n'a pas d'ambiguïté. Voilà. Donc, on ne voit pas trop bien l'aorte. Pour voir l'aorte, j'ai dû dévisser un peu la sonde. Et vous voyez qu'en fait, le vaisseau le plus bas, qui est à distance de la mitrale, mais qui est probablement pas très loin de la trique, c'est l'aorte. OK? Donc, voilà. Quand on met la couleur, on voit bien, on construit déjà le chenal VG-aorte. Et ça, c'est une coupe de l'enroulement. Tricuspide, VD, AP, voie sous-aortique ici. OK? Donc ça, c'est une disposition des vaisseaux de cœur normal. C'est une AP qui a en position normale et une aorte qui est au-dessus d'un conus, au-dessus du ventricule droit. Alors vous allez dire c'est une VDDI, CIV sous-aortique. Oui, on peut le dire comme ça, mais moi je préfère dire que c'est une malposition à double conus avec une AP en position normale. Je pense que si vous voulez, parce que quand je dis ça, déjà je sais comment on va le réparer et je sais qu'on peut le faire. Sous-pulmonaire, parce que sous-aortique, là on le voit ici. C'est là, regardez, la mitrale, elle est là et l'aorte, elle est ici. Donc elle n'est pas en continuité avec la mitrale, l'aorte. D'accord? Elle est quand même vachement loin. Elle est quand même loin du ventricule gauche, l'aorte. Donc, mais quand même, si je faisais chez un nouveau-né le balayage, le premier vaisseau que je verrais, qui serait le vaisseau situé à droite, ça serait l'aorte. Et puis ensuite, je monterais et je verrais le vaisseau situé à gauche normalement, qui est la paix, qui est là, qu'on voit là. Il se trouve que chez le fœtus, la voie, en fait, on la voit, la voie sous-aortique là, mais on la voit, elle disparaît vite parce que vu que l'aorte est loin, on la voit, elle est là, l'aorte, vous voyez. Mais vu que je passe vite, c'est quand même le premier vaisseau dans mon balayage. Hein, et surtout le dernier, et on sait bien quand c'est le dernier, parce que quand on voit le canal artériel, c'est qu'on est tout en haut dans le thorax chez un fœtus. Hein, on est au niveau de la crosse, en fait, en gros, presque. Hein, voilà. Parce qu'en fait, c'est le dernier vaisseau. Et qu'en plus, quand je fais la coupe de l'enroulement, là, la distance tricuspide AP, c'est égal à la voie sous-aortique, qui est énorme. Enfin, c'est une large voie sous-aortique. Il y a une grande distance entre la tricuspide et l'AP. L'AP, c'est le vaisseau le plus antérieur. C'est pas celui qui est au contact des valves. Il y a, si tu veux, là, quand l'aorte, elle est, voilà, ça c'est le premier. Alors je vais repartir. Là, je suis dans ma coupe frontale. Là, je suis par la pointe et je me déplace vers l'avant. J'incline vers l'avant. 4 cavités. Je ne vois pas l'aorte au contact de la mitrale, mais je la vois très à droite. Je la devine très à droite. Et je la perds. Et ensuite, qu'est-ce que je vois? Je vois la valve pulmonaire. Vous avez déjà vu une valve pulmonaire en même temps que l'aorte ascendante, vous? Normalement, oui, c'est normal, mais ça ne peut pas être l'aorte.
Ou alors, c'est une transpo, mais c'est pas une transpo, puisque ça, c'est l'AP que ça va au canal artériel. Donc, quand même, il faut un peu reconnaître les vaisseaux. Mais là, vous avez la valve pulmonaire au-dessus de son conus, de son infundibulum, parce qu'on est très haut, là. On est dans une coupe de scanner. Et ça, c'est une coupe de scanner de cœur normal. Alors que l'aorte, elle n'est pas en position normale, elle est là, elle est loin de la mitrale. Donc moi, j'ai une AP en position normale. Ça, c'est une AP en position normale puisque la valve pulmonaire, on la voit quand on voit l'aorte ascendante et la veine cave sup. Et ça, c'est très haut dans le thorax, c'est loin des valves. Donc c'est un conus, donc il est en position normale. Et là, VG aorte, je l'ai vu, en fait, je suis plus en coupe vraiment 4 cavités transverses, j'ai un peu tourné, mais quand vous avez un doute, bah, vous faites la coupe de l'enroulement, et ça, c'est bien l'artère pulmonaire avec son AP droite, la tricuspide est là, la valve pulmonaire est là, et quand on bouge un peu, on passe de la voie sous-aortique à la valve aortique, et on a la coupe de l'enroulement d'un cœur normal. La coupe de l'enroulement d'un cœur normal, vous avez l'aorte au milieu, la tricuspide et la paix qui passent de l'autre côté, qui s'enroulent autour. Et la distance tricuspide-AP, c'est égal à la valve aortique, dans un cœur normal. Mais dans une malposition, c'est la même chose, sauf que c'est la voie sous-aortique, parce que l'aorte, elle est un peu plus haut, dans un autre plan. C'est vrai qu'il faut avoir un peu une vision en 3D. Et dans mes moulages, vous voyez que c'est le même rapport. La paix qui s'enroule autour de l'aorte. Donc, en postnatal, voilà, vous voyez, le premier vaisseau que je vois, c'est l'aorte. Il est là. Elle n'est pas en continuité, elle est en discontinuité avec la mitrale, mais c'est le premier vaisseau. Et quand je fais ma coupe de l'enroulement, parasternal d'ailleurs, j'ai OD, tricuspide, VD-AP. Et la voie sous-aortique là. Et donc, je sais que la P est en position normale. Et donc, je sais que ça va être une IVR. Est-ce que vous comprenez? Cette coupe-là, vous la faites en général. Vous ne faites pas attention, mais vous la faites en fait. Mais quand vous la faites, dites-vous, ah tiens, ça c'est la coupe de l'enroulement, pour savoir si la paix est en position normale. Donc une IVR, c'est ça. Hein, vous avez donc la paix, la paix en position normale au-dessus d'un conus là. Vous voyez le conus, la tricuspide est là. Vous voyez la tricuspide? Vous voyez la paix? Eh bien, vous avez la place de construire le chenal. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. L'aorte, elle était à côté. Elle aussi, elle était haute, l'aorte. Mais on peut faire le chenal et il va y avoir, et on peut fermer l'infondibulotomie que vous voyez, on la ferme, il va y avoir un passage VD AP normal, peut-être qu'il va mettre un patch, je sais pas. Des fois, ils mettent un patch parce que le chenal, il prend un peu d'espace dans le cœur, donc dans le VD. Et s'ils ont l'impression que ça va être un peu étroit, la voie de sortie du VD, ils peuvent mettre un patch antérieur. Bon, bref. D'accord? Alors là, maintenant, autre exemple. Donc ça, c'est une 4 cavités. Accessoirement, il y a une juxtaposition gauche des auricules, mais bon. Parce que ça, le ventricule gauche est ici, l'aorte descendante est là. Voilà, ici, le ventricule gauche, ici. Premier vaisseau qu'on voit, il se dirige vers l'arrière et il se bifurque. Donc, c'est la paix. Ça, c'est l'auricule, en fait, ici. Hein. Et en fait, après, quand on remonte un peu plus haut, donc moi, en fait, ce que je fais, c'est que je balaye. Et le premier vaisseau, c'est la paix. Et le dernier vaisseau, ici, le plus antérieur, c'est l'aorte. Donc là, on a une AP qui n'est pas en continuité avec la mitrale. Donc, c'est un petit conus pulmonaire, mais c'est quand même le premier vaisseau. Et vous voyez, là, l'aorte, elle est antéro-droite. La P, elle est à gauche. Il y a les deux auricules, d'ailleurs, qui sont juxtaposés ici à gauche, le droit et le en dessous des vaisseaux. Enfin bon, ça, c'est pas très important. Et donc, vous voyez que là, on construit bien le chenal VGAP. Et donc, ça va être tunnelisation VGAP switch. Vous êtes d'accord? On peut faire ça chez un fœtus. Hein. On voit bien. Hein. AP basse, VDDI, double conus à AP basse, type transpo, tunnelisation VGAP switch. Voilà. Donc voilà un dessin de double conus. Hein.
Donc voilà un double conus. Alors ça, c'est un vrai double conus avec les deux conus équilibrés. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce double conus-là, voyez, on peut tunneliser à l'AP et faire un switch. Et on peut tunneliser à l'aorte, mais on va resséquer un gros bout de septum conal et on va faire un très grand chenal. Et vous voyez là, tricuspide, AP. Donc là, effectivement, oups, pardon. Ah, fait chier ça. La CIV n'est pas très grande. Hein. Faut vraiment, si on voulait tunneliser, vous voyez, si on voulait faire un Rastelli, là, vous imaginez la CIV comme elle est petite. Hein. Donc là, je tourne, j'essaie de faire ma coupe de l'enroulement. Vous allez voir. Voilà, coupe de l'enroulement. Tricuspide. Donc là, on est dans le VD. On a les deux vaisseaux qui ont un conus équilibré puisqu'on les voit presque les valves à la même hauteur. Tricuspide, là c'est l'aorte, là c'est la P. Donc on peut tunneliser si on veut sans déplacer la P. Mais peut-être qu'on ne va pas le faire parce qu'on peut le faire. Vous comprenez? C'est comme dans un... La P est en position normale, mais l'aorte est très très loin aussi. Et pourquoi? C'est pas parce qu'on peut qu'on doit. Dans certains cas, des CIV qu'on peut connecter aux deux, vous voyez, on peut tunneliser aux deux en fait. Là, on peut tunneliser VG aorte en resséquant le septum conal, puisque la P est en position normale. Mais en fait, ça ferait un très long chenal et ça ferait une grosse résection d'un très long septum conal. Et dans ces longs septum conal, moi, je me demande toujours quand même s'il n'y a pas le tissu de conduction. Donc, très souvent, dans ces doubles conus très équilibrés, où l'aorte est très haute, où le septum conal est très long, on peut tunneliser à la P et faire un switch. On peut le faire. C'est-à-dire que on a le choix. Et en général, les chirurgiens préfèrent faire ça parce que d'abord, on peut le faire tout de suite chez un nouveau-né. Alors sinon, il faut cercler, ça va faire un obstacle, etc., développer le septum conal. Et donc, en fait, ça dépend du chirurgien. Mais le plus souvent, dans ce genre de double conus équilibré très, très haut, on peut faire les deux. Mais vous voyez que les distances tricuspide AP montrent qu'on aurait pu tunneliser à l'aorte. Vous voyez, on pouvait tunneliser à l'aorte, resséquer le septum conal et il y aurait eu la place pour que la VDAP se fasse sans qu'on le déplace. C'était possible. Ça ne veut pas dire que c'est souhaitable. C'était juste possible. OK? Ensuite, alors pareil, alors là, c'est compliqué parce que vous voyez, là, je suis tout en haut pratiquement et j'ai les deux crosses. On voit pratiquement les deux valves semi-lunaires en même temps. Quand on balaye, voyez, on voit la P et l'aorte. On a les deux valves, donc les deux sont très hauts, effectivement. Vous voyez là, on a VGAP et VD aorte. Donc là, ça ressemble comme une anatomie de transpo quand même. Hein. Donc on peut se dire c'est comme une transpo CIV, les deux vaisseaux sont de taille équilibrée, sauf que quand on tourne autour, regardez où il est le septum conal. C'est mon petit truc entouré là, vous voyez ici? Vous voyez le septum conal? C'est pas évident sur la première coupe, hein, comme quoi il faut vraiment tourner autour. Et en fait, le premier vaisseau qu'on voit de la cave cavité, c'est l'aorte. Donc la P est plus haute que l'aorte dans ce double conus soi-disant équilibré. C'est une physiologie, une anatomie de transpo, mais avec une AP qui est encore presque plus haute que l'aorte, en fait. Puisque vous voyez, on voit l'aorte avec la mitrale avant de voir la P. Et voilà, après la naissance, donc c'est un double conus. Là, il y a un conus sous-pulmonaire ici. Il y a un conus sous-aortique qui est probablement pas si grand en termes de tricuspide, avec un septum conal qui est couché sous la P. Vous voyez là? Ça, c'est en postnatal. C'est plus facile en postnatal. Hein. Mais vous voyez que chez le fœtus, on pouvait quand même déjà... Et vous voyez le flux qui fait VD, VG, AP, comme dans une transpo, sauf que c'est une transpo CIV sténose pulmonaire, mais pas une transpo CIV sténose pulmonaire banale, parce qu'en fait, c'est un double conus. La pulmonaire n'est pas au contact de la mitrale, elle est haute, en fait. Et on la voyait, parce qu'on la voyait très haute sur la coupe des crosses, en fait. Hein? Voilà, donc c'est un double conus équilibré avec les deux vaisseaux qui sont presque au même niveau et un septum conal couché sous la P. Vous voyez? Et donc là, on peut construire le chenal VG aorte, mais il faut resséquer le septum conal ici.
voyez, en sous-costal. Donc, on peut le construire et donc on va fermer le tronc de la paix, décroiser les vaisseaux. On pourrait faire une rotation des conus. Hein. Moi, c'est ce que j'avais envisagé parce que c'est un double conus et que la paix est assez belle. On peut l'utiliser à la place de l'aorte, on peut l'utiliser comme une AP un peu plus petite sur un switch, mais il avait une double boucle coronaire, celui-là. Et donc, il a eu un rêve. Mais s'il n'avait pas eu de double boucle coronaire, il aurait pu avoir une rotation des conus, puisqu'il avait un double conus sténospulmonaire. D'accord? Avec une AP assez belle, bien sûr. Sinon, le double conus, on ne le fait pas. Oui? Parce que la voix à cause du septum conal qui était inséré, voilà. Et que probablement la valve pulmonaire n'était pas strictement normale aussi. Bah, en fait, si tu veux resséquer le septum conal chez un nouveau-né, ils ne le font pas. Voilà. Donc, en fait, on lui a fait un Rashkin. Premièrement, on a attendu et il a eu son rêve. Voilà son rêve, d'ailleurs. Et vous voyez, regardez, là, il y a le VG, aorte ici, avec son patch de tunisation, et ça, c'est l'ancienne voie pulmonaire ici. Vous voyez, on voit ces espèces de petits récessus qui est fermé. Hein? Vous voyez, regardez. En fait, on a laissé la paix dans le chenal, ici. Vous voyez? Chenal VG aorte, la paix ici, et la voie pulmonaire décroisée en avant, qui fuit, bien sûr, puisqu'il n'y a pas de valve. Donc, la voie VG aorte, il a resséqué un bout de septum conal, mais il a laissé l'espèce de pli infundibulaire. Bon, en fait, c'est vrai que moi, je trouve que Yves Lecomte, il faisait les rêves mieux, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Ça. Voilà, alors là, c'est pareil. Vous avez donc le VG en bas, ici. Est-ce que vous arrivez quand même à identifier hein? VG ici, VD là. Là, on voit bien l'aorte. Hein. Là, c'est l'aorte, hein, c'est pas la paix, qui sort du ventricule droit. OK? Et la paix, elle est là. Elle est relativement basse, ici, avec un tout petite voie sous-pulmonaire. Vous voyez? Avec, pareil, le septum conal couché dessous. Hein? Donc là encore, c'est une transpo. CIV, sténo sous-pulmonaire, mais avec une voie pulmonaire qui est vraiment petite. Là, on ne va pas se poser la question de la rotation des conus, hein, parce que la voie pulmonaire comme ça, non. Voilà. Donc, postnatal. Voilà la voie sous-pulmonaire et voilà l'aorte. Et vous voyez, l'aorte, elle n'est pas très loin, elle, par rapport à d'autres. Hein. Ça, c'était deux petits conus. Parce que l'aorte, regardez comme elle est près. Vous avez vu comme elle est près? Donc, alors que vraiment, quand c'est le fœtus, vous voyez qu'elle sortait du VD. Mais en fait, les malpositions, et à chaque malade est particulier, quoi. Donc, c'est presque un VGDI, ça, presque. Pas tout à fait, mais vous voyez. Parce que là, on peut dire que l'aorte, elle est à cheval sur la CIV et que la paix est sur le VG. Donc, je pense que c'est comme ça qu'ils l'ont appelé à Necker. Peu importe. AP basse, sténose sous-pulmonaire, aorte tunnelisable, rêve. Voyez? Oui, regardez là. Vous voyez, l'aorte, c'est presque une aorte de Fallot. Presque. Mais non. C'est une transpose CIV, sténose pulmonaire. Il a eu un rêve. Et un très joli rêve. Vous voyez aussi... avec une belle voie sous-aortique, et voilà. Bon, et la coupe de l'enroulement avec... Bah, oui, parce qu'en fait, le tronc en général, en fait, il utilise le tronc, il l'abaisse et il patch. Le tronc, il sert uniquement de mur postérieur, en fait, à la voie pulmonaire. Donc, ça fait des petits troncs. Alors, c'est sûr que plus tu as du tissu natif, plus la voie pulmonaire va grandir, moins, c'est comme un Fallot, hein, moins tu as du tissu natif et plus tu as de patch. Quand tu as un Fallot avec un tout petit anneau, un tout petit tronc, tu vas avoir un énorme patch. Et donc, tu vois, ça va pas être la même harmonie, ça va plus être anévrismal qu'un bébé qui a un bel anneau pulmonaire que tu patches un peu et dont les structures vont grandir. Vaut mieux avoir des vaisseaux de taille équilibrée. Hein. Pas du tout. Enfin, non, parce qu'en fait, le switch, tu coupes au-dessus des valves, tu laisses les valves du vaisseau et l'anneau, alors que la rotation des conus, tu coupes le muscle sous les valves, tu détaches les coronaires, tu tournes les conus, donc tu vas mettre la valve qui était pulmonaire un peu sténosée, un peu moche du côté droit, peu importe,
Et du côté gauche, tu vas mettre l'aorte du côté gauche cette fois-ci, et tu vas remettre les coronaires à leur place. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des doubles bouches parce qu'elles étaient plus antérieures, comme dans un switch. Disons que ce qui est pareil, c'est la réimplantation des coronaires. Mais en vérité, c'est pas le vaisseau que tu switches, c'est le vaisseau avec sa valve que tu switches. Mais tu peux le faire que si tu as du muscle sous la paix. C'est-à-dire que tu peux couper le... Alors que si la paix, elle est au contact des valves, tu peux pas faire de rotation des conus. Donc, dans une transpo pure, tu peux pas faire de rotation des conus. Tu comprends? Si tu avais la place, c'est mieux de faire une rotation des conus que de faire un switch. Ben non, parce qu'en fait, un switch, c'est une opération moins délabrante, si on veut. Si les deux valves semilunaires sont normales, il vaut mieux faire un switch. Enfin, la différence, ben non, parce qu'en fait, dans les deux cas, la paix est décroisée quand même, hein, je pense. Hein. Donc oui. À peu près, oui. C'est un double conus relativement équilibré, en tout cas, souvent. Hein. Donc, il y a des malpos CIV sténose sous-pulmonaire qui peuvent être traités par un switch. En fait, quand l'obstacle pulmonaire peut être resséqué, quand c'est vraiment le septum conal couché, ils ne le font pas. Mais quand c'est, vous voyez, par exemple, là c'est une transpo avec une AP en continuité. Donc, c'est une transpo CIV. Ou celui-là, vous voyez, c'était une transpo CIV et ça, c'est du tissu tricuspide qui vient faire obstacle. Vous voyez, c'est une invagination d'un anévrisme tricuspide. Mais en fait, le septum conal, il n'est pas obstructif véritablement, mais s'insère dessus un truc qui vient faire obstacle. Donc, ce bébé-là, il a eu un switch parce que ce tissu-là, on pouvait l'enlever. Ah, il n'y en a pas 150. Moi, j'ai fait faire ça 3 fois dans mon existence. C'est pas beaucoup, hein, vous voyez. Donc, on a encore le temps que je vous en montre. Là, pareil, alors là, c'est aussi une malposition avec le septum conal mal aligné et la tricuspide dessus. Regardez. Le septum conal. Et regardez la tricuspide. On voit les insertions tricuspides dessus. Vous les voyez? Chez le fœtus, vous pouvez le dire. C'est pas besoin de... Vous voyez? Ça se voit, quoi. Et pareil, quand on regarde... Attendez. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à faire démarrer celle-là. Et en fait, c'était une malposition donc avec CIV, sténose sous-pulmonaire, insertion tricuspide sur le septum conal. Et il y avait aussi une fente mitrale. Alors là, c'est un peu plus sioux, mais disons que ça se voyait. Si je fais dérouler. En fait, la mitrale, elle était en 3 parties. Elle avait des attaches. Vous voyez les attaches là. Vous voyez même des attaches d'ailleurs sur le... Vous voyez ici. Je pense que sur le septum conal. Ah, voilà. C'est pas la meilleure coupe que j'ai mis, hein, mais j'en avais d'autres où on voyait mieux. Enfin bref, c'était transpo CIV, fente mitrale, sténose sous-pulmonaire. Et là, vous voyez d'ailleurs que vous la voyez, la fente avec les attaches sur la crête septale. Vous voyez que c'est quand même une drôle de mitrale, hein, parce qu'elle a des attaches ici. Voilà l'orifice pulmonaire qui est pas moche, hein, avec le septum conal un peu couché, les attaches tricuspides dessous. Et voilà la mitrale dont la fente avait des attaches dans le VG. Vous voyez, dans la voie sous-pulmonaire, c'était un peu compliqué quand même, hein, cette malposition. Mais voilà, donc le septum conal mal aligné sous la paix. Et en fait, lui, il a eu une rotation des conus et il a pu, par la voie d'abord de rotation des conus, il a pu en fait resséquer le septum conal et basculer donc il a fait une rotation conale parce qu'il n'y avait pas d'anomalie coronaire et que c'était un double conus et qu'il y avait des anomalies complexes de la mitrale dans la voie sous-aortique. Mais en fait, si vous voulez, cette incision, en fait, il faisait une incision ici, ils arrivent à élargir les chenaux grâce à cette incision musculaire
pour pallier aux attaches anormales, en fait. Et donc, la rotation des conus, c'est vraiment une bonne chirurgie quand il y a des attaches bizarres complexes dans la voie sous-aortique. Enfin, futurement sous-aortique. Et voilà le résultat de cette rotation des conus. Ce petit, maintenant, Léo, il avait 6 mois là mais maintenant il a 6 ans, ou je sais pas quel âge il a, mais il va très bien. Et donc, il n'a pas de fuite pulmonaire, ou à peine, vous voyez, une valve pulmonaire, et il n'a pas vraiment d'obstacle pulmonaire, il a une très belle voie sous-aortique. Voilà. Oui. Ah oui, par la voie d'abord, parce que vraiment pour eux, c'est non seulement ils coupent, mais ensuite ils fendent le muscle entre les deux, et donc ils ont une espèce de voie d'abord extraordinaire qu'ils peuvent pas avoir au travers des valves. Parce que quand dans un switch, tu es au travers des valves, mais là, tu es quasiment dans la voie sous-aortique, quoi. Donc, tout ce qu'on ne peut pas faire sur un switch à resséquer le septum conal, ils peuvent le faire à travers cette voie, puisqu'ils sont dans le conus sous-vasculaire. Donc, ils sont dans la voie sous-vasculaire. Mais il faut avoir un double conus. Bon, pépite pour la fin. Donc, ça, c'était un bébé que j'ai vu il y a 3 ans en fœtus. Donc, il y avait 2 beaux ventricules, une veine cave gauche au sinus coronaire. Le premier vaisseau qu'on voyait, c'était l'aorte. Ah non, le premier vaisseau qu'on voyait, c'était pas l'aorte. Justement pas. Disons qu'on arrivait bien à construire VG aorte, mais c'était pas le premier vaisseau. Le premier vaisseau, c'était la paix. Et regardez où était la paix. Premier vaisseau, vous voyez, je suis sur ma 4 cavités. Comme quoi je les oublie, mes malades. Et regardez le premier vaisseau. C'est la paix qui se situe à droite. Alors qu'une AP, normalement, c'est à gauche. Vous êtes d'accord? Donc l'AP, elle était complètement à droite. De l'autre côté de la tricuspide, parce que là, c'est la tricuspide, là, c'est la mitrale. Ici. Et l'aorte, elle était antéro-gauche, complètement au-dessus de la CIV. Parce que quand on voyait l'AP, on ne voyait pas de CIV. On était pratiquement au-dessus de la 4 cavités, mais il n'y avait pas de CIV. On ne pouvait pas. On ne peut pas tunnéliser vers la paix, là. D'abord, il y a les 2 valves à passer. Or, quand on va vraiment très en avant, on a un superbe chenal VG aorte. Et quand on regarde la position des vaisseaux dans le thorax, l'aorte, elle était en avant et à gauche, et la paix, elle était en arrière et à droite. Donc, la paix, elle était basse, mais à droite, et l'aorte, elle était antérieure et gauche avec une CIV sous-aortique. Donc, vous êtes d'accord que construire le chenal VG aorte, c'est du beurre, là. On est d'accord, hein? On n'hésite pas. On se dit, c'est une CIV sous-aortique. OK? Et en fait, ici, qu'est-ce qu'on fait de l'AP? Elle est basse, cette AP. Donc, selon ce que je viens de vous apprendre, il faudrait la déplacer. Mais non, il ne faut pas la déplacer, puisqu'elle est à droite contre la tricuspide. Sauf qu'en fait, ce qui va se passer une fois qu'on aura réparé ce bébé, c'est qu'on va avoir le chenal VG aorte en avant et la voie VDAP en dessous, en arrière, à droite. Parce que c'est une malposition, ça s'appelle une transpo anatomiquement corrigée, mais peu importe comment on l'appelle. Simplement, c'est une malposition avec VDDI, veine cave gauche, juxtaposition des auricules, CIV conal, aorte haute et AP basse, mais en L transpo. Du coup, la CIV était sous-aortique. Donc, vous voyez que si vous analysez pas les choses, on comprend plus rien. Mais moi, là, donc, cet enfant, il a eu une IVR, alors qu'il a l'AP basse. Donc, c'est tout le contraire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, chaque enfant est un cas particulier. Il a eu une IVR. Je ne sais pas si j'ai son écho. Alors, est-ce qu'à votre avis, ce bébé, à la naissance, il va être bleu ou il va être rose? Il va être rose? Ouais, il a été complètement rose. Complètement rose. C'était une L-transpo avec CIV sous-aortique sans obstacle pulmonaire. En L-transpo, il était rose. Il a été réparé. Pas tout de suite parce qu'il a eu un peu peur. Ça, c'était en post-natal. Vous voyez, l'oreillette gauche, VG, VD, aorte. L'AP ici, regardez, en 4 cavités, je la voyais l'AP, presque. Regardez, je voyais les 2 valves s'ouvrir et l'AP en même temps à droite. VG, VD,
mon auricule ici ou ma veine cave gauche, je ne sais plus ce que c'était, la paix là. Vous voyez, regardez la paix ici. Hein, vous en verrez pas souvent des comme ça. Mais c'est pour vous dire que, voilà, elle a été réparée, elle va très bien, bon, c'est super. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, tendre vers l'excellence en médecine comme en chirurgie, c'est pas d'essayer à tout prix. Des fois, bien sûr que vous pouvez les mettre dans des cases, mais n'essayez pas à tout prix de les mettre dans des cases. Essayez plutôt de voir qu'est-ce qui fait leur singularité. Parce qu'ils ont tous une singularité. Hein, la classification should not be an end-seeking process. End-seeking process, vous comprenez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui empêche la recherche, empêche la réflexion. La classification ne doit pas empêcher la réflexion. Voilà. Donc ça, c'était les messages que je voulais vous donner en fin de DIU comme programme. Voilà. Ça aide, hein, la classification, ça aide en embryologie. Ça aide à comprendre les mécanismes, toi, le premier, voilà, le deuxième champ cardiaque, etc. C'est très important pour ça. Mais franchement, pour la pratique et pour l'analyse médico-chirurgicale d'une cardiopathie, il faut certes reconnaître les structures, essayer d'avoir un esprit libéré de tous les dogmes et classifications pour essayer de voir qu'est-ce que ce bébé il a de particulier. Comment on va le réparer? Voilà.